Et tous, et merci beaucoup d'être venus débattre. On va être ce soir sur un sujet qui n'est pas facile, qui est de débattre sur le bilan économique du quinquennat de François Hollande. Alors je crois qu'on en a tous besoin de ce débat. Parce que simplement les circonstances ont fait que ce bilan n'a pas pu être présenté et défendu devant les Français, que tout se passait comme si finalement la disqualification du candidat avait disqualifié le bilan en lui-même. Et donc je pense que nous avons aujourd'hui tous besoin de prendre un temps de recul pour... Voilà, il y a un besoin d'explicitation, d'élucidation, d'analyse des décisions prises, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Alors, je voulais d'abord dire un grand merci à Michel Sapin, qui a accepté d'intervenir ce soir. Alors, je ne sais pas s'il faut présenter Michel, mais je voudrais juste dire qu'il est, quand on veut faire le bilan économique du quinquennat, c'est évidemment à Michel qu'on pense en premier. On pense à François, mais bon, il est un peu pris, mais on pense à Michel, qui a été, vous le savez, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social de 2012 à mars 2014, puis ministre des Finances, puis ministre de l'Économie et des Finances, jusqu'à la fin, oui, mais la fin du quinquennat. Avec un excellent ministre de l'Économie. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Xavier Rago, qui est, vous le savez, président de l'OFCE, et qui était à l'époque, 2012-2013, conseiller d'Arnaud Montebourg à Bercy. Et puis, pour être tout à fait honnête, moi aussi, j'ai un peu trempé dans l'affaire en 2012-2013 comme conseillère économique de François Hollande. Donc, je vais animer ce débat, mais je vais sans doute pas pouvoir m'empêcher de mettre mon grain de sel. Voilà, donc on va d'abord demander à Xavier de présenter voilà, la vision qu'il a, l'appréciation qu'il porte du quinquennat. Et puis ensuite, bien sûr, Michel donnera sa vision. Je vais d'abord juste... peut-être, je vais dire, resituer le sujet et puis peut-être cadrer un peu le débat par un certain nombre de questions pour un peu déjà se discipliner et puis serrer les sujets. Alors, je pense qu'il y a deux niveaux, deux registres. Il y a d'abord la question du bilan économique proprement dit et de l'appréciation que l'on porte sur la gestion économique du quinquennat et de la gestion de la crise. Et dans cette rubrique, je range, alors on va dire, le procès en incompétence. Alors c'était trop, c'était pas assez. Il y a eu des critiques de la gauche, il y a eu des critiques libérales. Et je pense qu'il faut regarder tout ça. Il faut le prendre et le regarder en face. Il y a eu aussi le thème de la malchance, c'est-à-dire c'était la bonne politique, mais malheureusement les résultats sont arrivés 2 ans trop tard. C'est aussi quelque chose, une thèse qu'il va falloir examiner. Et puis il y a un deuxième ensemble de questions qui concernent la question politique. Première question, c'est en gros la thèse de la trahison par rapport aux engagements. Alors, sur le respect des engagements, on voit que ce sujet même revient sur le sujet du successeur de François Hollande. Mais donc, voilà, est-ce qu'il y a des engagements tenus? Est-ce qu'il y a des engagements pas tenus? Qu'est-ce qu'il y avait des choses qui ont été faites qui n'étaient pas dans les engagements? On voit qu'on est toujours ramené, finalement, à l'engagement initial et aux engagements de campagne. Et c'est vrai que dans notre cas, ça a été quelque chose qui a été très important. Et c'est vrai aussi qu'il y avait aussi ce qui avait été compris des engagements, le redressement dans la justice. Bon, c'était un thème magnifique, mais peut-être que tout le monde n'y avait pas mis la même chose. Et puis il y a la question plus fondamentale et qui nous intéresse pour l'avenir, qui est quand même, est-ce qu'on avait l'espace politique pour mener une politique social-démocrate? Et là, je pense qu'il faut regarder 3 grandes questions. Notre rapport à l'Europe. On a choisi de coller aux engagements européens, notamment en matière budgétaire. Quel en a été le prix? Quelles en ont été les conséquences?
Il y a notre rapport à l'entreprise et la fameuse politique de l'offre. Quelle appréciation on porte sur ce sujet. Et puis enfin, il y a la question du réformisme et du progrès social. Et ça, je suis très contente que Michel soit là, parce qu'il va nous dire un mot là-dessus. Comment est-ce qu'on relie à la période, tant sur le fond des réformes sociales qu'aussi sur la méthode. Et je pense que c'est important d'y revenir. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Xavier en le remerciant. Merci pour cette invitation et puis pour créer ce débat nécessaire. Pour comprendre la période et puis essayer de tirer des leçons de peut-être certaines erreurs de politique économique, peut-être certaines erreurs de communication ou d'appréciation globale de l'environnement français et européen. Bon. Quand on m'a demandé de faire cette tâche phénoménale, de faire un bilan du quinquennat, j'ai essayé de trouver 3 adjectifs. Alors, j'ai mis en premier courageux, quand même. Je vais expliciter. En second, j'ai mis à contretemps, inapproprié. Et en troisième, j'ai mis peu compréhensible. Et c'est 3 adjectifs. Je pense que l'arrivée de la nouvelle majorité au gouvernement s'est fait dans une période qui était une période de crise dont la profondeur n'a pas été comprise et qui a été dominée par des enjeux de fiscalité publique, des grands agrégats dont on parlait, les 3%, qui a un peu dominé le débat et qui a éteint l'espace politique de ces ministres qui arrivaient aux différents postes de responsabilité, qui sont retrouvés face à un ministre du budget particulièrement efficace dans sa communication, qui était Cahuzac dans sa volonté de réduire tous les budgets pour atteindre l'objectif européen, qui a un peu tétanisé disons, la créativité politique de certains ministres, même qui n'avaient pas des options économiques claires. Donc je pense que cette question fiscale macroéconomique, elle est importante, il faut s'arrêter. C'est pas un choix, c'est un peu rébarbatif, ces grandes questions, je le reconnais, hein, mais je pense que ça dominait le début du quinquennat. Je vais être très clair pour créer le débat et l'appréciation. La politique fiscale menée de 2011 à 2014, en l'occurrence 2012 à 2014, avec les options fiscales qui ont été mises en place en 2013, aujourd'hui, le consensus, c'était que c'était une belle erreur de politique économique. Une belle erreur de politique économique. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais de 2013 à 2014, on a essayé de mener la politique fiscale de réduction des déficits structurels, c'est-à-dire qu'on a augmenté les impôts énormément pour réduire le déficit, atteindre les 3%, comme jamais on a essayé de le faire dans l'après-guerre. Quand on prend l'histoire des finances publiques françaises, c'est long l'après-guerre quand même, hein, à un moment qui était la pire crise de l'après-guerre. Donc si vous essayez d'augmenter les impôts comme jamais on l'a fait au moment où il y a la pire crise économique, avec une synchronisation européenne, française, internationale, ça n'allait pas bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette erreur de politique économique qui, encore une fois, je pense, a plombé le début de quinquennat et qui a été corrigée en 2014, hein, je tiens à le dire. On a fait des documents au FCE sur tous les détails fiscaux que je pourrais faire circuler avec les détails. Bon. Et c'est pas ce degré de détail qui nous intéresse, donc qui a été corrigé en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé pour faire cette erreur de politique économique, qui était cette augmentation massive des impôts, avec l'impôt sur le revenu, la CSG, l'impôt sur les entreprises, avec une certaine risque opérationnel qui a donné les pigeons. Donc on a augmenter les impôts brutalement, ça crée des risques qu'on n'estime pas. Donc la façon dont je le vois, c'est 3 choses. 1, il y a eu une sous-estimation dans les équipes des effets récessifs, des hausses d'impôts. Ça, d'où ça vient? Je pense qu'à l'époque, on avait fait une note sur des analyses pour dire qu'on allait dans le mur avec une politique fiscale des hausses d'impôts. Donc, un petit peu d'analyse économique permettait quand même d'éviter cette erreur de politique économique et hausse d'impôts. Je pense qu'il y a eu une manque d'intelligence économique à Bercy, qui a donné beaucoup de marge de manœuvre budgétaire, qui ont pris, et souvenez-vous du discours, l'engagement de tenir 3% comme le signe fort de l'adhésion au projet européen. Donc il y a une confusion en début de quinquennat, et si vous reprenez les discours, mais je veux incriminer personne, je voudrais être sévère, un petit peu sévère, mais envers personne, surtout envers la politique qui était... Donc si je cite des personnes, c'est pour vous contextualiser la période. Donc, mais si vous reprenez les discours de Moscovici qui disait qu'on ferait 3% en 2014, puis 3% en 2015, pas 3,1, 3,0,
il y a eu un discours très très fort envers les citoyens pour dire on va faire 3%, regardez, on va souffrir. Un, on a souffert, mais deux, on n'a pas fait 3%. Donc on a perdu sur tous les tableaux de la crédibilité du discours politique dans son inscription économique et sur la crédibilité européenne et sur la crédibilité vis-à-vis des citoyens, puisqu'ils ont vu les efforts et ne voyaient pas les ressources. Donc je pense que ce manque d'intelligence économique à Bercy est assez complexe. C'est lié au fait que peut-être il aurait fallu plus renouveler les équipes administratives, peut-être il aurait fallu créer un débat économique au niveau national plus important au début de quinquennat pour avoir un discours de vérité. Pour tout vous dire, j'étais le correspondant du gouvernement au moment du rapport Gallois, donc on avait discuté du CICE et autres, et il y avait un triangle d'incompatibilité. Il y avait 3 choses qu'on ne pouvait pas faire. Rétablir la santé des entreprises, et j'en parlais, c'est la politique de l'offre, réduire le chômage et faire les 3%. Il fallait choisir 2 sur 3. Le choix, et c'était très clair dans les choix de politique économique, le choix qui a été fait, c'était de faire les 3%, d'essayer au moins, et de rétablir la santé des entreprises. Et de fait, on a sacrifié le 3e, qui était la réduction du chômage. Ça, le problème, et c'est mon petit 3 peu compréhensif, on ne peut pas faire ça et dire en même temps on va verser la courbe du chômage en 2013. On ne peut pas, c'est pas possible. On n'allait pas inverser la courbe du chômage, on allait faire croître le chômage pendant 2-3 ans au minimum. Je pense que c'était assez sûr, quasiment certain. Qu'est-ce qui s'est passé de cette dissociation des choix économiques en 2014 et du discours politique à cette même période? Cette dissociation était extrêmement coûteuse en termes de capacité politique du gouvernement. Donc, on a eu une politique fiscale beaucoup trop conservatrice, agressive, pour augmenter les impôts et tenir les 3%. Ça renvoie à la question européenne. Est-ce qu'il fallait faire ces 3% absolument, sinon l'Europe nous allait nous tomber dessus? Ou est-ce qu'il y avait une marge de négociation? C'est un débat complexe. Moi, je suis persuadé qu'il y a une marge de négociation. C'est évident parce qu'on a fait 3% en 2017, donc on ne l'a pas fait avant, donc on a réussi à le faire. Donc voilà, on l'a fait, on n'a pas fait 3%. Si on l'avait assumé plus clairement et avoir une politique plus clairement en disant on ne fait pas 3%, on se donne 2017 pour faire les 3%, on aurait pu avoir une politique fiscale beaucoup plus efficace. Donc ça, je pense que la principale erreur, c'est cette politique fiscale. Et je pense qu'il faudrait y revenir pour voir quelle est l'intellectualité collective au sein du Parti socialiste, au sein du gouvernement, au sein des conseillers, qui a fait cette erreur de politique économique, qui est celle-là. Maintenant, deuxième moment, la politique de l'offre, qui n'était pas vraiment dans le programme. Je suis de ceux qui pensent qu'elle était plutôt nécessaire. Pourquoi? Et je pense qu'il y a eu un problème de compréhension de ce que c'était que cette politique de l'offre. La façon dont je le comprends, et je prends cette séquence de politique de l'offre, il y a les politiques de demande, second point de mon triangle politique de rétablissement des entreprises des marges, et troisièmement, chômage. Donc là, je suis à mon 2e sommet, la politique de l'offre. Je pense qu'il y a eu un problème d'explication de ce que c'était que ce qu'on appelle la politique de l'offre. La façon dont je comprends la politique de l'offre, c'était lors de la grande conférence sociale en 2012. Il y a une grande conférence sociale qui s'est tenue au Césée, et il y avait une table ronde politique santé de la France, issu productif. Autour de la table, à l'époque, il y avait Gattaz, Chérec et Gallois. Et il s'est avéré qu'il y avait les partenaires sociaux reconnaissaient qu'il y avait un problème du coût du travail en France sur certains segments du marché du travail et qu'on pouvait faire quelque chose peut-être en basculant des assiettes fiscales. Donc après, c'est parti par le rapport Gallois comme une volonté du gouvernement, mais la façon dont je le comprends, cette politique de l'offre, c'est au départ, de manière un peu feutrée, c'était quand même les partenaires sociaux qui se sont mis d'accord sur un diagnostic qui après a donné lieu au CICE, au rapport Gallois. Oui, il y avait un problème de formation des salaires en France. Pas tant, et j'ai une petite parenthèse, mais c'est pas tant un problème français que c'est un problème de divergence européenne des salaires. La modération salariale allemande depuis 1995, les salaires n'ont pas augmenté depuis 1995 en Allemagne, est complètement singulière au niveau international. Et donc, on ne peut pas avoir 2 pays qui sont aussi proches, qui sont la France et l'Allemagne, en termes de spécialisation industrielle. On a de l'automobile, on a de la chimie, on a de la machine-outil. On est les pays qui sont les plus proches au niveau du monde en matière industrielle. On ne dit pas assez, mais on est quasiment voisins en matière industrielle. Et avoir des pays dont les coûts salariaux divergent à ce point-là.
Vous savez que bien avant Trump, Obama avait classé l'Allemagne comme pays menant une politique commerciale déloyale à cause de cette modération salariale dont l'Allemagne profitait. Je ne mets pas ça sur le dos de l'Allemagne. Cette modération salariale, c'est le fruit de la réunification allemande. C'est le fruit de manque de coopération européenne. Donc je ne dis pas que cette politique allemande était intentionnelle ou pas. C'était vraiment ce choc qui était la réunification qui l'a entraîné. Mais il y avait un problème d'ajustement des salaires et le taux de marge des entreprises françaises à l'exportation n'avait jamais été aussi bas qu'au début du quinquennat, il faut le reconnaître. Et ça a été difficile pour un gouvernement socialiste de le verbaliser. Ça a été mis dans le thème du renouveau industriel, le Made in France, donc ça a été politisé à juste titre. Mais il y avait ce problème, un problème quasiment, je dirais, marxiste, de plus-value sur le territoire national par rapport aux pays concurrents qui était l'Allemagne, qui s'est réindustrialisé massivement. Voilà. Donc mon point, c'est que ce discours que je viens de dire n'a pas été formulé. Il a été formulé de manière obscure, et la façon dont je le vois aujourd'hui, c'est qu'il y avait une crainte, je pense, dans le discours politique, d'être trop critique vis-à-vis de l'Europe, d'être trop critique. Enfin, il y a eu un problème de niveau de discours par rapport aux enjeux européens, par rapport à nos partenaires allemands. C'est un débat ouvert encore, hein. Il ne s'agit pas d'aller à l'affrontement, il fallait d'une manière coopérative. Mais il y avait un discours sur le mode de formation des salaires qu'il fallait traiter avec les Allemands. Le Trésor avait réfléchi à la formation d'une assurance chômage européenne, par exemple. Ça n'a pas été repris, mais comme axe politique. Donc il y avait des modalités de réflexion sur la constitution d'un marché du travail européen qui n'ont pas été orientées et repris à un niveau politique suffisant. Donc mon second point, vous voyez, je ne suis pas de ceux qui critiquent la politique de l'offre. Je pense que cette politique de l'offre, elle était possible si on aurait eu un rétablissement économique si on n'avait pas fait cette politique fiscale à ce point-là aussi agressive. Il aurait fallu faire le CICE en baissant les impôts, pas en augmentant les impôts, pour le dire très concrètement. On aurait fait un peu augmenter la dette de 2-3%, mais c'est ça qu'il aurait fallu faire. Et au lieu de ça, on a essayé de baisser la dette de 2-3%, et comme on a arrêté la machine économique, on a créé du chômage, et on n'a pas réussi à faire baisser la dette comme résultat. Donc je pense que la question européenne, elle est centrale. L'articulation d'une pensée, d'une politique européenne et d'une politique économique française a été mal structurée au début du quinquennat, et je pense que ça renvoie à une certaine division politique. C'est le coup de la division politique, on ne va pas le cacher. Ça fonctionnait mal à Bercy, ça fonctionnait mal entre diverses instances, entre l'administration et les cabinets, etc., entre peut-être certains intellectuels, certains économistes et la décision politique. Il y a eu un fractionnement et un jeu stratégique qui fait que beaucoup d'intelligence individuelle est peut-être une bêtise collective au moment de ce choix économique. Le résultat, ça a été une politique de l'offre, avec une politique de la demande récessive. La politique de demande, elle a coûté à peu près 1 point de croissance en 2013-2014. Elle a augmenté le chômage de plusieurs centaines de milliers de chômeurs et elle a cassé la confiance du fait du décalage entre le discours présidentiel, malheureusement, avec cette inversion du courbe de chômage qui a été scénarisée comme un objet quasiment politique, et puis la réalité économique, c'est qu'on crée une vague de chômage pendant quelques mois. Il y avait un choix à faire, soit on assumait, et il fallait tenir le discours, soit il fallait mettre une autre politique qui était cohérente avec le discours de l'inversion de la courbe de chômage. Bien. Ensuite, je pense que les choses se sont améliorées en 2014. Je dis ça parce que c'est dans les chiffres. En 2014, la dimension austérité a été stoppée au niveau français et au niveau européen, mais le mal qui a été fait a perduré de manière considérable. Et le bien qui a été fait a mis beaucoup de temps pour se réaliser. C'est-à-dire que le CICE et le pacte de responsabilité ont eu des effets très positifs sur l'économie, mais qui, et on l'avait écrit, on l'avait estimé, ça prend 4-5 ans pour se matérialiser en fait. Pour relancer l'investissement des entreprises, recréer un tissu de PME, recréer des chaînes de valeur, comme ils disent, recréer des tissus d'entreprise, des pôles de compétitivité qui fonctionnent. Voilà, tout ça, ça prend 4-5 ans. Et nous, notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, il y a au moins 0,3-0,4 points de taux de croissance des 2,2 de 2017 qui viennent en 2017. Vous voyez, c'est long, c'est quasiment 4 ans après, des politiques menées en début du quinquennat de François Hollande. Donc vous voyez le décalage entre le temps long qui a effectivement redynamisé, recréé des emplois, mais 4-5 ans après, et le côté quasiment sacrificiel, pour ne pas dire suicidaire, de la politique de la demande au début du quinquennat. C'est ce que je qualifie de courageux.
voyez, c'était courageux. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de redresser le pays, quitte à payer certains coûts politiques. Je pense que les coûts politiques ont été largement sous-estimés. Mais il y a une politique forte qui a été menée. Et quand on prend les grandes maths fiscales, il y a peu de gouvernements, de chefs d'État qui ont fait les basculements fiscaux comme ceux qu'on a vus. Bon. Mon petit 2, combien de temps il me reste? Je veux pas... 0. Oui, mais vas-y. Non. Après, non, ça va être très clair parce que je laisserai du temps à la discussion. Le petit 2 inapproprié, vous l'avez compris, on n'aurait pas dû faire cette politique fiscale. Alors, je peux rentrer dans les débats. L'argument, vous vous souvenez, en 2012, c'était voilà, la Grèce va sortir de la zone euro. Il faut envoyer un signe fort au marché en montrant la responsabilité de la France qui tient ses engagements. Je pense que c'était une bêtise. On ne répond pas au marché avec une politique fiscale restrictive. Et tous les marchés le savent. On répond au marché en mettant une politique monétaire, ce qu'a fait Mario Draghi. Oui. Enlevez de mon temps l'intervention. Non, mais je vous en prie, vous en prie. Non, mais on va... Oui. Non, je parle. Oui, pardon, on va pas. Alors, on va en parler, mais s'il vous plaît, on va laisser terminer nos intervenants. Non, mais vous avez raison. On va laisser le temps au débat. Alors, merci. Un petit point, je m'en excusais d'être aussi agrégé dans l'analyse, mais ce que vous dites est tout à fait juste sur le poids fiscal de cette hausse d'impôt et l'effet sur les égalités. Il y a eu une vague de hausse d'impôt, mais elle a été quand même plutôt liée à une réduction des inégalités ou contenir les inégalités sur la période. Il faut le reconnaître. Par rapport à d'autres pays qui ont des inégalités augmentées, certes, il y a une pression fiscale énorme, mais elle a été quand même plutôt liée à une réduction des inégalités sur la période. C'est un point, même le Trésor, je dirais, dans une note récente, l'a reconnu, mais c'est un point sur lequel il faut insister par rapport à des choix fiscaux actuels qui soutiennent la croissance, mais les inégalités, qui sont peut-être depuis quelques mois. La bonne politique, c'était soutenir la croissance et réduire les inégalités, celle qu'on n'a pas réussi à mener. Bon, pour ne pas être trop long, je m'arrêterai là. Je pense qu'il y a plein de sujets encore. Il y a la réforme du marché du travail, il y a le welcomery, il y a la politique industrielle, il y a Florange, il y a les pigeons. Il y a plein de sujets passionnants, mais je crois que j'ai épuisé tout mon temps. Plusieurs débats, s'il le faut. Michel. Bien, merci beaucoup. Je vais laisser les pigeons de côté pour l'instant, y compris Florange, et essayer d'aborder au fond des sujets qui viennent d'être déjà abordés, des points de convergence, y compris sur les aspects critiques qui viennent d'être exprimés, et puis peut-être des points de divergence, ou en tous les cas de discussion. C'est parfaitement légitime quand on essaie de regarder les 5 dernières années. Moi, j'ai d'abord envie de me poser cette question qui n'est pas simple, c'est qu'est-ce que c'est que réussir? Qu'est-ce que c'est que réussir une politique économique? Et au fond... quels ont été les résultats de notre politique économique. Si je prends le critère qui me paraît être le plus fondamental pour un pays comme le nôtre, compte tenu de la situation de fort chômage des jeunes, et qui est peut-être aussi le critère qui politiquement peut avoir des effets, c'est sur le nombre de chômeurs au moment où ça devient perceptible dans la vie quotidienne que des jugements peuvent se faire sur réussite ou pas réussite d'une politique. Si je prends cette question donc des créations d'emplois, est-ce que j'ai le droit de distribuer un papier? Bien sûr. Ou de laisser, j'en ai pas suffisamment, mais donc pour le faire, je sais pas, tiens, Bernard, toi qui es très agile de tes jambes, tu vas pouvoir... Si j'essaye de regarder le critère qui me paraît absolument... Oui, on vous fait passer, mais je vous explique rapidement. Je prends le critère des créations d'emplois nets dans le secteur privé. Donc, net, il y a des créations, il y a des destructions. Emploi privé, je laisse de côté les effets des politiques publiques quand il s'agit, par exemple, de créer des emplois dits aidés, des emplois... Ce petit schéma, il sort d'un journal que j'aime beaucoup pour des raisons purement familiales, mais qui, comment dirais-je, ne partage pas forcément la ligne qui peut être la nôtre ou qui était la nôtre, ça s'appelle les Échos. Donc c'est il y a 2 jours, puisqu'il y a 2 jours sont sortis les chiffres de création d'emplois des derniers trimestres. Vous le regardez-le parce que c'est quand même, je trouve, assez intéressant. C'est la catastrophe en 2012-2013, sauf à la fin de 2013, où il y a une inversion de la situation, parce qu'il y a des créations d'emplois nets, et d'ailleurs, si on regarde les chiffres par l'autre côté, le nombre des chômeurs ou du taux de chômage, il y a eu une inversion à ce stade-là, qui évidemment ne peut pas être revendiquée, puisque vous avez l'année catastrophe,
qui est l'année 2014, que vous voyez sur le schéma, qui est une année de destruction d'emplois. Et à partir de 2015, d'ailleurs à partir du deuxième trimestre de 2015, qui va s'amplifier à des niveaux extrêmement élevés en 2016, puis s'amplifier encore. Je ne fais aucune politique politicienne, je cherche juste à regarder les chiffres et je me méfie des corrélations temporelles trop importantes, qui va être d'un niveau absolument exceptionnel au premier et au deuxième trimestre de 2017, qui va baisser un peu au troisième trimestre de 2017, puis remonter à un très bon niveau au quatrième trimestre de 2017, puis baisser un peu au premier trimestre de 2017. Mais regardons-le, entre mi-2015 et mi-2017, il y a eu, je crois, aux alentours de 500 000 créations nettes d'emplois dans le privé, dans l'économie. L'économie elle-même a créé 500 000 emplois, c'est-à-dire des niveaux rarement atteints par le passé. Parce qu'il suffit de les cumuler et vous les verrez. Il suffit de les cumuler et vous les verrez. Oui, bien sûr, je dis de mi-2015 à mi-2017, ça doit, je crois, faire 2 ans. De mi-2015 à mi-2017, vous avez 500 000 aux alentours création d'emplois. Pour retrouver des niveaux comme cela, il faut remonter à, je crois, les années dites Jospin, enfin les premières années dites Jospin, où il y a des niveaux de création d'emplois absolument considérables, qui d'ailleurs aboutissent aussi à des diminutions assez fortes du nombre des chômeurs. Donc si je regarde ce seul tableau, et si je considère que la politique économique a comme principale finalité de faire en sorte que l'économie réelle, l'économie privée, l'économie de marché recrée des emplois, je pourrais considérer que nous avons plutôt atteint nos objectifs. Si par ailleurs je regarde le résultat politique de cette affaire, et si je regarde un président de la République qui se trouve dans la situation de ne pas pouvoir se représenter, je me dis que s'il y a une réussite dans les chiffres, il n'y a pas forcément une réussite politique au sens où nous l'aurions pu le souhaiter. Et donc, si je regarde cette différence d'appréciation entre des résultats qui sont incontestables et d'ailleurs incontestés, et une situation politique qui est elle aussi incontestable et incontestée dans ses effets négatifs pour la gauche et pour le président de la République sortant et pour la majorité, je me dis, j'essaie de voir où est le décalage. Et au fond, le décalage peut-être provenir d'une erreur de politique économique. On va essayer de développer ce point-là. Si je reste simplement au niveau du calendrier, je vous demande d'imaginer ce qu'aurait pu être la situation politique si 2014 n'avait pas existé, si simplement 2015 avait été la suite de 2013, puis ensuite, et si les résultats de 2017, qui sont évidemment plus imputables aux mesures prises au cours des 2, 3, 4 dernières années qu'aux mesures prises au cours des 2, 3, 4 derniers mois, je crois. D'ailleurs, il y a une phrase tout à fait intelligente, pleine de modestie, ce n'est pas toujours le cas, prononcée par le président de la République actuel, qui disait « Vous jugerez des résultats de ma politique dans 2 ans, parce que quand on met en place des réformes, il faut au moins 2 ans pour que ces réformes puissent avoir des effets. » Ce qui est dit avec justesse pour la politique d'aujourd'hui s'applique évidemment pour la politique d'hier. Et donc, l'annus horribilis, c'est, du point de vue économique, c'est 2014. Et si je voulais pousser mon raisonnement un peu plus loin, l'annus horribilis économique 2014 provoque l'annus horribilis 2016 politique. L'annus horribilis politique, c'est 2016, mais elle vient, ce n'est pas le seul fondement, il y a d'autres aspects, de cette question de 2014, c'est-à-dire une économie à l'arrêt, des destructions dans l'emploi, ou en tout cas à l'arrêt des créations d'emplois, avec par ailleurs, comme vous le savez, en France, une démographie qui est une démographie positive, et donc à partir de là, un nombre de chômeurs et une courbe du chômage qui s'inverse dans le mauvais sens en 2014 et qui ne commence à se ralentir qu'à partir des années 2016 et 2017. Alors pourquoi ? Pourquoi ce décalage dans le temps et pourquoi, au fond, nous n'avons pas atteint les objectifs qui étaient les nôtres dans le calendrier, en termes de calendrier ? Certains diront, je ne m'appesantirai pas sur ce sujet, mais malgré tout, comme j'entends souvent ça, y compris parmi nous, il y a eu une grave erreur de diagnostic au départ. On a, au fond, menti aux Français en faisant des hypothèses de croissance beaucoup trop élevées au moment où ont été construits les programmes. Et c'est parce qu'on a eu cet optimisme béat de départ qu'ensuite, confronté à la réalité, il y avait une inadéquation entre les propositions, les réalisations et la réalité elle-même. Je crois ceci faux. Je le dis, il y a eu une différence. La réalité a été différente de celle que tout le monde
Alors il y a toujours des exceptions, parce qu'il y a toujours des économistes plus chanceux que d'autres qui disent l'inverse des consensus, ou plus intelligents que d'autres qui ont quelques raisons. Mais globalement, j'aime à dire qu'au moment où ont été montés les programmes économiques de tous les grands candidats, c'est-à-dire à la fin 2011, et si je pense à notre candidat, une partie du programme économique a été construit dans le cadre de primaires. Et donc, le fin 2011 est relativement tôt dans le fin 2011. Dans cette période-là, tous les programmes, celui de Nicolas Sarkozy sortant comme celui de François Hollande, mais c'était vrai aussi d'autres candidats, étaient fondés sur des hypothèses de croissance, un ralentissement pour 2012, parce que tout le monde avait senti qu'à mi-2011, il se passait quelque chose et que la reprise cyclique qui aurait dû s'accentuer après la crise de 2009-2010, qui s'était déjà engagée en 2010, fortement début 2011, chacun avait vu, mais vous savez, les statistiques, on ne les voit pas non plus tout de suite, et il y a souvent 6 mois de décalage, il s'était passé quelque chose à l'été 2011, qu'on va qualifier le rebond de la crise financière par la crise de l'euro et la crise de l'Europe, c'est grosso modo. Donc chacun l'avait bien vu, mais personne n'avait, dans les programmes politiques, intégré, des gens intelligents avaient dit, mais attention sur tel point et tel autre, mais personne n'avait intégré que ça allait faire une année 2012 proche de zéro, et une année 2013 pas du tout de reprise, au point où on le pensait, et encore moins les années suivantes, puisque de mémoire, pour 2014, à partir de 2014, on avait dû inscrire des taux de croissance de l'ordre de 2%, et avec des taux de cette nature, c'est vrai que ça n'a pas tout à fait les mêmes effets sur les grands équilibres, que ce soit les équilibres budgétaires ou les grands équilibres économiques et les situations des entreprises, et à partir de là, création d'emplois. Mais ça n'a pas été une erreur, c'est rétrospectivement une erreur, c'est une erreur partagée par tous, partagée par le Fonds monétaire international, l'OCDE, la Commission, l'ensemble des services de Bercy et un certain nombre d'observateurs, pas forcément tous, qui sont là pour aider à apprécier la situation. Donc je ne pense pas, je ne suis pas de ceux, je contredis d'ailleurs ceux qui disent il y a eu une erreur volontaire au départ dans l'appréciation de la situation économique, et donc il y a une erreur dans les formulations des programmes qui n'ont pas tenu compte suffisamment de cette situation, et en particulier dans le programme de François Hollande. Je laisse ça donc de côté. Non, de mon point de vue, l'erreur ne vient pas de là. Est-ce que c'est la question? Elle a été abordée extrêmement précisément, et je partage une partie de ce qui vient d'être dit, sur la réduction le rythme de réduction des déficits publics, on va dire les 3%. Et à partir de là, évidemment, la volonté de la France de s'inscrire dans une stratégie, on va dire, coopérative au niveau européen, et non pas dans une stratégie de confrontation trop forte. Il peut y avoir des débats, mais de confrontation, comme on dirait aujourd'hui, disruptive par rapport à la politique européenne. Ma réponse est, rétrospectivement, et je partagerai presque les mêmes mots que ceux qui viennent d'être prononcés, oui, il y a une erreur économique qui a été faite en 2012-2013, une erreur économique très partagée, puisqu'elle était grosso modo partagée par à peu près tout le monde, et très encouragée, si je puis dire, par la Commission européenne dans la période, et à partir de là, du cadre global qui, en quelque sorte, nous encerclait et faisait évidemment contrainte sur nous. Donc, oui, je pourrais là aussi reprendre quasiment les mêmes chiffres, l'effort budgétaire qui ne pouvait être, pour qu'il soit efficace rapidement, que par la hausse d'impôts. Vous connaissez la différence. Quand vous voulez diminuer un déficit par la diminution des dépenses, il faut peut-être attendre à peu près 2-3 ans avant que ça ait un effet. Si vous le faites par l'augmentation des impôts, surtout par les impôts qui sont payés immédiatement le mois qui suit, ça a un effet massif, évidemment, sur le niveau des déficits. Et donc, devant l'urgence, devant la situation, donc, il y a l'idée sur laquelle, bon, bah, écoutez, le seul moyen de s'en sortir, c'est mi-2012, juillet 2012, et c'est une bonne partie du projet de loi de finances pour 2013, c'est, bon, ben voilà, on y va, et on y va par l'impôt. Et donc, les impôts ont évidemment, de ce point de vue-là, rétrospectivement, trop massivement augmenté dans cette période. Après, il y a des débats qui sont des débats plus politiques sur quels impôts, sur qui, dans quelles conditions, et avec quelle justice fiscale. Je pense que, objectivement, d'abord les chiffres, là aussi tu les as cités, Xavier le prouve, notre politique fiscale est la cause principale de ce qui est avéré statistiquement par la réduction, même si on peut la qualifier de faible, mais la réduction des inégalités au cours de ces 5 dernières années. Pour le dire autrement, par exemple, imposer
de la même manière les revenus du capital que les revenus du travail, ça a plutôt un effet négatif pour ceux qui ont beaucoup de revenus du capital que sur ceux qui ont le revenu du travail. Et le revenu du capital, plutôt, pas seulement, mais enfin quand même, plutôt les plus riches, et d'autre côté, ça ne leur a pas fait d'effet. Il y a d'autres mesures de cette nature qui étaient la traduction de nos engagements, qui ont pu avoir des effets économiques par des effets, je dirais, de réaction des milieux économiques ou des milieux patronaux qui se voyaient imposer, non pas tant en tant qu'entreprise, mais en tant que personne physique, là où ils étaient moins imposés auparavant, ça joue. Hein. Et évidemment, c'est ces arguments-là qui sont développés depuis l'année dernière pour faire exactement l'inverse que ce que nous avions fait à l'époque, exactement. C'est-à-dire ne pas imposer les revenus du capital comme les revenus du travail. Et donc les revenus du travail sont imposés avec un barème progressif jusqu'à 45%. Les revenus du capital sont imposés sans barème progressif avec un maximum de 12,8% sur l'impôt sur le revenu. Pas 30%, 12,8% l'impôt sur le revenu. Donc on a fait des mesures fiscales qui étaient justes globalement, et si je voulais aller plus jusqu'au bout, parce qu'il y a eu des erreurs, y compris en termes de justice fiscale, la seule erreur qui a été commise, et je partage avec Xavier le même diagnostic sur l'origine de l'erreur, quelqu'un nous aura fait du mal terriblement moralement, mais quelqu'un nous aura fait du mal aussi quant au choix de politique fiscale. Quelqu'un était à l'honneur, si je puis dire, hier soir, non, ou avant-hier soir, je ne sais plus. Je prends juste un exemple, parce que c'était Sarkozy qui l'avait fait, donc il fallait le défaire, c'est l'imposition à l'impôt sur le revenu des heures supplémentaires, qui étaient des heures supplémentaires pas touchées par les plus gros, mais souvent touchées par les plus petits, et qui ont eu un effet retard terrible, puisque lorsque vous réimposez les heures supplémentaires à partir de juillet 2012, ceci n'a d'effet qu'en 2013. À l'époque, le prélèvement à la source n'était pas encore mis en place. Ça a un effet qu'à la fin de 2013, mais que pour une moitié, puisque c'est simplement de juillet à fin 2012. Ça a un effet à fin 2014 pour une totalité, puisque c'est la totalité de 2013. Et comme il y a un certain nombre d'avantages fiscaux ou sociaux qui sont liés au fait que vous payez ou que vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, mais que ceci se voit l'année d'après, ça fait des dégâts en 2015. Et c'est là où on comprend qu'une partie de ceux, des petits, qui considéraient que les politiques fiscales, évidemment, si elles étaient justes, ne pouvaient pas les concerner. Là, je parle de la fiscalité directe, mais il y a par ailleurs des fiscalités indirectes, se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est, au fond, je vous dis, il y a des élus ici qui le savent, le seul moment où je me suis vraiment fait engueuler par mes propres amis et mes propres électeurs, c'est au moment où ils découvraient qu'ils ne payaient pas d'impôts avant, qu'ils se mettent à payer des impôts, qu'ils n'ont pas plus de salaire, parce que, mais que c'est l'imposition des heures supplémentaires. Donc, je suis aussi critique sur certains aspects, mais sur la justice fiscale, franchement, je pense qu'on ne peut pas nous faire globalement de critiques. Je vais plus vite. Oui, le rythme de réduction a été trop fort. Le ministre de l'économie et des finances de l'époque, moi je m'occupais que des basses œuvres du chômage et des courbes du chômage et d'autres, mais le ministre de l'économie et des finances souvent dit le moment, il le revendique, le moment où on a le plus diminué les déficits en France, c'est en 2012 et en 2013, c'est vrai. Est-ce qu'on les a trop diminués du point de vue structurel ? Je ne rentre pas dans les détails. Vous savez, structurel, c'est ce qui fait mal. Hein. C'est indépendamment de la conjoncture, c'est ce dire. Oui, ils ont été rétrospectivement trop baissés en 2013. Et comme il y a toujours un effet retard, trop baissés en 2013, c'est une bonne partie de la cause de cet annus horribilis 2014. Parce qu'en plus, ça s'est passé comme ça dans la plupart des pays d'Europe, au même moment. Pour des raisons un peu différentes, mais des pays dans une grande crise. Et donc, vous cumulez ce qui se passe en France avec les effets directs, plus ce qui se passe en Europe avec les effets indirects, vous avez l'explication, me semble-t-il, en grande partie de cette affaire. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, et là, peut-être que je différerai de l'appréciation de Xavier, c'est pouvait-on l'éviter ? Pouvait-on éviter en 2012, puisque ça ne s'est passé qu'en 2012, à mi-2012 et fin 2012, dans le contexte de l'époque, qui n'était pas prévisible à ce point-là. La crise européenne, elle n'était pas à ce niveau-là prévisible à la fin 2011 ou même au tout début 2012. Elle n'a cessé de s'aggraver janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et au moment où on arrive, juin, juillet, on est dans une crise extrêmement lourde où le seul problème est posé au niveau de la zone euro. Est-ce que la zone euro va exploser ? Et évidemment, nous ne pouvions pas être favorables à des prises de risques. Après,
est-ce qu'on a surréagi ou pas surréagi? J'ai plutôt tendance, rétrospectivement, à penser qu'on a surréagi. Mais au moment où vous êtes devant cette question-là, vous vous dites, je sauve ou je sauve pas? J'y vais? J'y vais. OK, ça aura des effets négatifs, positifs. Mais il y a quelque chose de plus important que le reste, c'est, dans l'occurrence, de sauver la zone euro. Et on va le dire, ces combats ont continué, mais de manière plus maîtrisée, avec moins d'effets économiques, jusqu'à ce qu'il y ait la dernière bataille de 2015 pour maintenir la Grèce dans la zone euro, où la France, là, vraiment a joué un rôle extrêmement positif et extrêmement fort. Et puis, il y avait le deuxième sujet, il faut toujours avoir en tête, l'obsession que nous avions, et qu'avaient beaucoup d'économistes, c'est de ne pas basculer de l'autre côté du cheval. Que vais-je dire par là? D'un côté du cheval, il y avait les pays, souvent du Sud, avec des taux d'intérêt incroyablement élevés. Des taux d'intérêt incroyablement élevés, c'est très mauvais pour le budget de l'État, c'est très mauvais pour l'économie, parce qu'au fond, c'est les mêmes évolutions qui permettent de financer des investissements, des créations d'emplois ou d'acheter des logements. Et puis de l'autre côté du cheval, il y avait évidemment l'Allemagne, un certain nombre, et la France. Et la France est toujours restée du bon côté du cheval. Et il faut parfois pas grand-chose pour que, malgré tout, les marchés, ça compte, et c'est eux qui font les taux d'intérêt, vous fassent basculer d'un seul coup de l'autre côté, et vous êtes rarement bien assis, tranquille, sur votre cheval. Vous êtes soit en train de vouloir monter d'un côté, soit en train de descendre de l'autre côté. C'est exactement comme ça que ça va. Et je trouve que c'est cette obsession-là qui a expliqué, en grande partie, cette surréaction, avec les effets économiques, certes négatifs, je suis parfaitement d'accord là-dessus, mais dans un contexte politique qui, me semble-t-il, explique les choses. Je vais un peu plus vite sur 2-3 autres aspects. Sur la politique de l'offre, je crois que tout a été dit par Xavier, et simplement, je voudrais être très clair. Xavier l'a dit un peu. Était-ce présent dans le programme de François Hollande? La réponse est oui. Pardon de le dire. Est-ce que c'est ce qui a été le plus entendu dans la campagne électorale? À l'évidence, non, parce que c'est un des problèmes, on va le voir, sur la question dite du récit, de l'explication de ce que nous faisions. Parce que c'est rare que des socialistes et de la gauche aient animé des meetings sur le thème de la politique de l'offre. Je veux dire, c'est un peu compliqué. C'est plus facile, et en plus assez juste, de le faire sur la lutte contre, on va dire, la mauvaise finance, en tous les cas les effets négatifs de la folie financière. Mais même dans ce discours, j'y fais allusion, mon ennemi c'est la finance, il y a, je l'ai revérifié, plusieurs paragraphes sur la politique de l'offre. Et il y a eu, un peu avant, fin 2016, un certain nombre de rencontres du candidat. Et il y a un très grand discours qui devait être prononcé dans la Drôme, si ma mémoire est bonne, qui devait être à Valence, voilà, un très beau... Et à relire, qui est un discours entièrement et complètement sur quelle politique de l'offre. Et j'en ai un souvenir extrêmement précis, parce que les candidats et les présidents rédigent absolument tout seuls leur discours, mais ils sont parfois aidés par certains. Et donc, non, il n'y a pas une découverte de la politique de l'offre. Il n'y a évidemment pas une campagne autour de la politique de l'offre, mais il n'y a pas une découverte. Et il n'y a pas, parce que j'entends parfois ça, un virage de la politique de l'offre. J'entends parfois dire, parce que c'est aussi une sorte de comparaison par rapport à 81, 85, avec le virage de la rigueur fin 82, début 83, qui était un virage réel, là. On dit il y a eu un virage, tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait mener une politique de l'offre, et vous l'avez fait. On dit 2014, parce que ce qui a beaucoup frappé, c'est le deuxième moment d'annonce de la part du président de la République, en janvier 2014, sur le renforcement du CICE, et ce qu'on a dû appeler à ce moment-là le pacte de responsabilité et de solidarité en faveur des entreprises. Mais la réalité, c'est que dès le début, Xavier, la grande conférence sociale, j'en ai un souvenir assez précis, puisque j'en étais le grand ordonnateur, nous avions voulu, nous, gouvernement, nous avions voulu qu'à côté d'une table ronde sur quelle réforme du marché du travail, c'est moi-même qui l'animais parce qu'elle était un peu complexe, à côté d'une réforme sur la formation et l'enjeu de formation, il y ait une table ronde sur la politique de l'offre. Donc nous l'avons voulu, en accord avec les partenaires sociaux, et celui qui était le rapporteur de cette table ronde, c'est celui qui a fait un rapport ensuite dont nous avons tenu compte, et qui est le fameux rapport gallois. Donc dès ce moment-là, c'est-à-dire dès juillet 2012, cette question est sur la table, fermement sur la table,
prise intelligemment en main par les partenaires sociaux, avec une vraie convergence sur le fait qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Puis ensuite, il y a des politiques, et puis il y a des renforcements, des améliorations de cette politique, mais il n'y a pas de tournant. Je pense qu'au total, c'est une politique qui a été menée d'un bout à l'autre, et qui explique en grande partie le schéma que je vous ai présenté, ou les résultats que je vous ai présentés, c'est-à-dire des capacités de création d'emplois qui sont venues accompagner le retour d'un certain nombre de marges qui sont nécessaires à la vie des entreprises. Troisième point, le marché du travail. Je pense que ça, c'est un point très important, parce que dans la campagne, avec des moments extrêmement forts sur ce sujet de la part de François Hollande, en particulier un article dans Le Monde sur la nécessité, y compris de constitutionnaliser le dialogue social obligatoire entre partenaires sociaux sur un certain nombre de sujets, cette question assez ancienne que certains ici reconnaîtront, on ne change pas tout par la loi et d'en haut, mais il faut qu'à un moment donné, ce soit en bas, dans les entreprises, les partenaires sociaux qui prennent en main leur avenir pour que le vrai changement aille jusqu'au bout. C'était complètement et totalement dans la campagne, dans les grands principes, dans la mission qui m'a été à l'époque fixée, et j'étais le premier, plus loin, ministre à s'appeler par ailleurs du dialogue social, parce qu'il y avait une vraie volonté de faire en sorte que ça marche de ce côté-là. Et ça a marché pendant 2 ans. Ça a marché avec le grand accord Annie, qui fait qu'il y a eu, oui, de la flexibilité. Par exemple, sur ce qu'il y a de plus dur, le licenciement collectif, le licenciement économique collectif, qu'on appelait le plan social. Pour dire simple, vous vous souvenez de Goodyear? Il y a eu d'autres licenciements collectifs après Goodyear. Je ne me souviens plus véritablement desquels. Si, on s'en souvient parce qu'on en a traité les uns les autres. On a facilité le dialogue au sein de l'entreprise. Mais à chaque fois, il y a eu des accords signés, et souvent signés par de nombreux syndicats, y compris ceux, c'était leur jeu, et pourquoi pas, qui n'avaient pas partagé ces orientations sur l'ANI. Donc, vraiment beaucoup de flexibilité utile, mais aussi beaucoup de sécurité, qui était la contrepartie pour les salariés. Je veux pas revenir sur, je sais pas quoi, la mutuelle, sur des participations au conseil d'administration qui peuvent encore être amplifiées, enfin, etc., etc. Tu t'en souviens très bien, tu étais le rapporteur de ce texte, Christophe. Donc, on avait trouvé cet équilibre, et les partenaires sociaux avaient trouvé cet équilibre entre de la flexibilité, j'ai pas peur du mot, mais de la sécurité personnelle, par ailleurs, pour les salariés, renforcée. Ça a marché. Alors, autant j'ai dit clairement, je m'arrête bientôt, hein, autant j'ai dit clairement, je ne crois pas qu'il y ait eu de virage sur la politique économique en faveur de l'offre, je pense qu'il y a eu de la continuité et du renforcement, autant il y a eu un virage sur cette question du dialogue social. D'où vient ce virage? Toujours de cette année 2014. Quand, en 2014, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas là, et pour reprendre fameuse chose, quand on s'aperçoit que la courbe du chômage s'est réinversée dans le mauvais sens. Et donc, il y a de nouveau une augmentation. Et donc, aux yeux de tous, y compris aux yeux de nous-mêmes, c'est une forme d'échec. Quelle est la préoccupation qui commence à s'imposer? Bon, c'est bien beau, le dialogue. Ça permet d'avoir des belles réformes. Mais il faut attendre combien de temps? 2014, 2015, 2016, 2017 pour que ça ait des effets? Et évidemment, à un moment donné, s'est posé la question de mais est-ce qu'il n'y a pas des réformes qui pourraient être menées plus vite, avec des méthodes plus rapides, qui pourraient avoir des effets plus rapides? Je le dis tout de suite, je pense que c'était une illusion, et une illusion grave, parce que cette illusion grave a fait commettre des erreurs de caractère politique. Le problème de la loi El Khomri, ce n'est pas la loi El Khomri elle-même, au fond, dans son contenu, était, je crois, globalement utile, ça a été la méthode. Et c'est ce que, pour ma part, j'appelle le passage de la volonté de favoriser, d'accompagner le dialogue social pour réformer, au passage de la théorie du choc. Pour être rapidement efficace, il faut créer un choc. Un choc perceptible par les entreprises, un choc perceptible par les marchés, un choc perceptible par l'extérieur, un choc qui fasse que les résultats soient très rapides. Et qu'est-ce que c'est qu'un choc pour aux yeux de beaucoup de gens, et en particulier d'une partie du patronat? C'est quand les gens sont contre, quand les réformes se font contre. Si vous faites des réformes contre, c'est donc que c'est des vraies réformes. Si vous faites des réformes avec l'accord des salariés, alors c'est que ça ne doit pas être grand-chose. Erreur grave. On peut aller parfois beaucoup plus loin avec les corps des salariés qu'on arrive au bout du compte
dans la confrontation. La confrontation n'est pas signe forcément d'efficacité, et dans ce domaine-là, à mon avis, n'est jamais signe d'efficacité. C'est vrai à tout niveau, le dialogue social global, comme le dialogue social dans les entreprises, CF ou Concefr, la SNCF aujourd'hui. Et là, il s'est passé quelque chose. En 2014, perception. Il y a un ministre de l'économie qui est nommé à ce moment-là. 2015, l'impatience qui monte. Et évidemment, en 2016, il y a la traduction de cette volonté d'aller vite par des mécanismes qui sont des mécanismes qui n'ont pas apporté en termes économiques, puisque vous avez bien vu que les créations d'emplois sont bien antérieures à tout cela, mais qui ont eu des conséquences politiques lourdes. Je termine parce que, évidemment, j'ai épuisé mon temps et j'ai essayé de couvrir les trois éléments, parce que je suis de ceux qui pensent, je ne m'occupais pas d'économie au début, mais enfin, tu es témoin pour savoir qu'à chaque fois qu'il y avait des questions qui touchaient évidemment à l'emploi, mais par exemple au CICE, par exemple au fameux pacte de responsabilité et de solidarité, j'étais forcément autour de la table pour parler de ça. Mais je suis persuadé qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre l'économique et le social. Et que c'est justement en ne séparant jamais l'économique et le social que ça peut avoir des effets positifs. Et de ce point de vue-là, s'il y a eu de la continuité économique, il y a eu une rupture dans le domaine social qui a peut-être été un des éléments qui explique les grandes difficultés dans lesquelles nous nous sommes trouvés. Et je termine par un mot qui est celle de... parce que vous aviez insisté, je crois que c'est vrai, sur la question dite de l'explication. Parce que là, on verra comment tourne le débat ensuite. On rentre dans du politique pur jus, là. L'explication, c'est le discours politique. Est-ce que le discours politique a été suffisamment clair sur la question européenne, ses enjeux, les difficultés du moment, mais aussi ce qu'elle peut apporter de bon, de nécessaire, la place de la France dans la construction européenne? La réponse sera non, le discours n'a pas été assez clair. Et je vais poser une deuxième question. Le discours pouvait-il être plus clair dans un contexte politique où cette question européenne est la question décisive, je dirais, dans la différence, dans la division et parfois même dans la fracture de la gauche? Et quand je parle de la gauche, je peux aussi peut-être parler de mon propre parti. Et même sur la question dite de la politique de l'offre, c'est-à-dire de la relation de la gauche à l'entreprise. Était-il possible, parce que le président a fait des discours sur ce sujet, après il y avait des contradictions internes au gouvernement, des contradictions internes à la majorité, il a fait des discours, mais jamais avec la force qu'on aurait souhaité, sur voilà pourquoi cette politique de l'offre est une nécessité, et voilà pourquoi elle se fait dans l'intérêt même, au fond, des salariés, des créations d'emplois et des plus démunis en France. Parce que le rapport à l'entreprise, c'est un des sujets les plus difficiles, les plus délicats et les plus clivants au sein même de la gauche, pour le dire simplement. Pour beaucoup, la politique de l'offre, pas pour toi du tout, Xavier, pas du tout je le dis pour Montebourg, mais pour certains, la politique de l'offre, c'est des cadeaux aux patrons. Et la politique de l'offre, c'est pas des cadeaux aux patrons. Mais il faut expliquer, et c'est vrai que c'était aussi un élément de clivage très profond. Et donc on en revient, je termine là, à la question, était-il simple de réussir une politique économique dans un monde alors aussi agité que celui que nous avons connu au début 2012, avec une France aussi malade que celle que nous avions en 2012, mais avec une majorité, et une gauche plus généralement, aussi fracturée que celle que nous avons connue dès le début 2012. Merci beaucoup à vous deux. Je ne peux pas m'empêcher de faire quelques petites remarques en fonction de ce que j'ai vu ou certaines de mes convictions. Premier paquet... le contexte et le sujet européen tel que moi j'ai pu le vivre. Moi, je crois que c'était très clair ce qu'on voulait faire. Il était très clair dans nos têtes que nous voulions rester du bon côté. Et donc, nous avons en partie accepté la contrainte européenne en échange, et ça François Hollande l'avait dit dans sa campagne, il ne faut pas oublier qu'il y avait le volet croissance du pacte budgétaire européen. On peut en dire ce qu'on en veut, mais en tout cas, on avait clairement conscience que ce que l'on allait faire n'était tenable que si on avait une demande européenne de la zone euro suffisamment robuste pour nous permettre de passer le choc et de redresser les comptes. On n'a pas provoqué la crise européenne. Elle était là quand on est arrivé. Elle était là depuis mi-2011, où on voyait les enquêtes de conjoncture et la croissance faiblir assez fortement, et on arrive à l'été 2012 où on pense être au creux,
on pense être trop creux parce que le consensus des économistes, on nous dit ce qu'on en veut, Bercy et d'autres nous disent, la Commission européenne, le Fonds monétaire international nous disent que les ingrédients sont là pour repartir en 2013. Et donc c'est ça la situation qu'on prend. Au cours de l'été 2013, on se pose la question de savoir si il faut aller renégocier le 3% avec Bruxelles et le faire sauter. On n'est pas très nombreux à regarder ce sujet-là, mais on le regarde. Et on estime, pour diverses raisons, que nous n'avons pas les marges pour y aller. Nous n'avons pas les marges politiques en Europe parce que, rappelez-vous, l'Allemagne est en position dominante d'un point de vue idéologique sur la politique économique et sur la question du redressement budgétaire, que nous ne voulons pas d'une confrontation avec l'Allemagne. D'autres essayent après nous, et d'ailleurs, ça ne leur réussit pas forcément. Et donc, on choisit ça, et on laisse, et on décide de faire le 3%, en sachant très bien que si la demande cale, on ne le tiendra pas. Et on commence à voir à l'hiver 2013, très vite, qu'on ne va pas y arriver. Et à ce moment-là, commencent les discussions avec la Commission européenne les services de la Commission voient la croissance continuer de faiblir en Europe. Et c'est en janvier 2013 seulement, et pas début 2012, qu'on sait que la zone euro va, encore une fois, rester en récession en 2013 et que les plans de redressement budgétaire nous ont conduits dans le mur, avec aussi des politiques d'austérité extrêmement fortes et violentes dans les pays du Sud, qui sont, comme Michel l'a dit, le repoussoir. On ne veut pas de ça. Donc on fait un redressement budgétaire où on essaye au maximum d'épargner les plus fragiles. Et on arrive à renégocier finalement notre cible à l'hiver 2013 en échange de l'accélération du programme des réformes structurelles. C'est pour cette raison qu'on décide à l'été 2013 d'avancer la réforme des retraites dont on sait qu'il va falloir la conduire. Et donc c'est dans cet échange-là, on recule le 3% en 2015 contre un certain nombre d'engagements dont l'ANI a fait partie, le fait qu'on puisse arriver devant la Commission européenne en 2013 avec l'ANI, la perspective d'une réforme de retraite, le pacte de compétitivité, fait que nous obtenons ce décalage. Mais on n'y arrive pas par le bras de fer politique, parce qu'on sait qu'on ne passera pas. On y arrive parce qu'on a une politique économique qui est défendable et une cohérence. Ça, c'est en tout cas ma vision des choses. Et je pense que, honnêtement, la voie de passage en 2012, on ne l'avait pas. Et qu'on n'a pas fait ça de gaieté de cœur, mais on a choisi de rester et de ne pas se confronter à nos partenaires. Deuxièmement, sur la justice, vous avez réagi, et je réagissais de la même façon que vous. Les premières mesures de redressement, avant tout, il faut se rappeler, la première loi de finances rectificative de 2012, c'est un budget rectificatif, mais au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'on revient sur les désordres de l'ère Sarkozy. On rétablit un certain nombre d'impôts, dont l'impôt sur la fortune, on revient sur les successions, on prend un certain nombre de mesures emblématiques, dont moi, pour ma part, je n'en retire pas une ligne de cette première loi de finances rectificative 2012, aux heures supplémentaires près. Ensuite, on nous a dit... vous n'aviez finalement le 90%, vous savez, on avait dit que le 90% des mesures portaient sur les plus favorisés. C'était vrai. Le 90% des Français étaient épargnés et que 90% des Français seraient épargnés. C'était vrai. C'était vrai sur le champ des mesures que l'on prend dans la loi de finances 2013. Mais, vous avez raison, mais ce qui se passe, la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'il y a les mesures antérieures, et ça, elles pèsent lourd. Michel, tu avais fait faire des travaux par le Trésor avant de partir.
les mesures antérieures qui ont un effet en 2013, elles pèsent très lourd. Notamment, j'ai en tête le fait qu'on n'a pas indexé le barème de l'impôt sur le revenu. C'est technique, mais ça veut dire, quand on n'indexe pas le barème de l'impôt sur le revenu, qu'il y a des gens qui rentrent dans l'imposition. Voilà. Et par ailleurs, on fait cette estimation parce qu'on regarde, on est très focalisé sur le fiscal et sur ce qu'on fait en PLF. Et ça, vous regarderez le premier document budgétaire, il est tiré au cordeau. Il y a à côté le projet de loi de financement de la sécurité sociale, où il y a aussi un certain nombre de prélèvements, et des prélèvements indirects, qui nous font aussi extrêmement mal. Donc, il n'est pas étonnant que la perception après coup ait été celle des Français. Sur les hausses d'impôts, moi, je vais dans votre sens, mais je pense que vous n'allez pas jusqu'au bout de l'histoire, et notamment sur 2014, parce qu'au final, 2014, il y a encore des hausses d'impôts. Le choc fiscal passe en 2012-2013, mais en 2014, on a deux éléments qui viennent faire en sorte que les impôts augmentent encore, et sur les ménages en particulier, c'est le financement du pacte de compétitivité post-rapport Gallois, du CICE, TVA, et c'est la réforme des retraites qui induit un certain nombre de hausses de prélèvements, et notamment la fiscalisation des pensions des retraités. Donc, on a cet environnement-là où, et rappelle-toi Michel, en 2013, à l'été 2013, on a une mini-reprise, ça repart. D'ailleurs, le président dit à un moment, la reprise est là, et c'est l'enchaînement ensuite du PLF 2014 qui, là, pour le coup, je pense que autant le ralentissement de 2011-2012 ne nous est pas imputable, autant le décalage de la reprise de 2014 à 2015 en France est quand même en partie dû aux choix fiscaux que l'on fait au PLF 2014. Et moi, j'ai une divergence avec Xavier et peut-être avec Michel sur la question du pacte de compétitivité. Alors, je ne nie pas, j'étais de ceux qui l'ont défendu, qu'il fallait restaurer les marges en France et qu'il fallait un choc d'offres. Mais moi, j'ai un sujet de calendrier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi de finances, ce que tu dis, Xavier, est très bien, sauf que la loi de finances est partie pour 2013. On vient de voter plusieurs milliards, pratiquement une trentaine de milliards de mesures de redressement. On annonce encore 20 de baisse de prélèvements entreprises qu'il va bien falloir financer. Et donc, on a aussi ce sujet, pour tenir les comptes, d'aller chercher les financements. Et moi, la question que je me pose a posteriori, c'est aussi la question de la trajectoire. Est-ce qu'il fallait absolument faire cette annonce sur la compétitivité aussitôt, et est-ce qu'on pouvait à la fois alléger le fardeau fiscal 2012-2013, mais aussi sans doute lisser la trajectoire de prélèvement concernant les entreprises. Et je pense aussi que autant le CICE, je pense, avait été bien calibré et bien pensé, autant il me semble que la deuxième couche, qui est le pacte de responsabilité qui est annoncé début 2014, en tout cas du point de vue de l'efficacité, me paraît moins puissant, avec, à mon avis, des baisses de prélèvements de l'ordre de plusieurs milliards qui ne sont pas forcément très efficaces et sur lesquels il faut trouver un financement. Donc en résumé, oui, on pouvait faire moins 2012-2013, il fallait faire moins de redressements fiscaux sur ces premières lois de finances. On pouvait aussi peut-être faire moins sur le paquet compétitivité pour moins solliciter les prélèvements ménages. Et donc, moi, j'ai plus une question de timing, de quantification des choses que vraiment de position de fond. Et enfin, sur l'emploi, je comprends ton raisonnement et je le tiens aussi sur le triangle d'incompatibilité, mais vraiment, c'est une obsession constante qu'on a. C'est-à-dire de tenir nos engagements sur l'emploi et de prendre les mesures en faveur de l'emploi, parce qu'on sait ce que ça va faire. Et
D'où le souci, dans le PLF 2013, de conserver les budgets. Saint-Michel le sait, il avait été grand gagnant des arbitrages budgétaires et il avait eu des enveloppes sur les contrats aidés, sur les contrats d'avenir et le reste. En 2013, tu veux dire ? Oui. Et si tu inverses, et si ta courbe commence, et si ta courbe commence à notre courbe commence à se stabiliser fin 2013, c'est parce que malgré la conjoncture qui est absolument épouvantable, on met beaucoup d'argent sur les emplois aidés et il faut absolument le faire. Et puis par ailleurs, l'obsession de l'emploi, et ça nous a aussi parfois on a eu pas mal de discussions là-dessus. Elle se traduit aussi dans le ciblage du paquet compétitivité post-rapport gallois. Et vraiment, moi, je considère qu'on a eu raison de cibler les allègements de charges sur les bas salaires, que c'était là qu'étaient nos priorités, et qu'après tout, ce qu'on a appelé un pacte de compétitivité, c'était un pacte pour l'emploi, et qu'on a eu raison de le faire comme ça, parce que c'est comme ça que Michel peut avoir des graphiques tout à fait honorables sur les créations d'emplois en France à partir de 2015. Voilà. Mais voilà, on a été très long, et vous avez, j'imagine, plein de réactions, donc on va commencer le débat. Allez-y, il y a des micros. Très intimidée. Ça marche. Vous parlez. Je suis très intimidée parce que je suis une femme. Bah, il y en a une là qui n'est pas intimidée, je vous assure. Parce que je suis une femme dans ce monde, si vous voulez. Bon, mais c'est un peu idiot mes propos. Non. Alors, Monsieur Sapin, bravo. Ah bon. Parce que vous êtes extrêmement convaincant. Moi, je garde ce schéma, 500 000 emplois en 2 ans. Bravo. Non, c'est vrai, c'est incroyablement convaincant. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu les mêmes statistiques, les mêmes chiffres en Allemagne et aux États-Unis? Est-ce que ce n'est pas une relève mondiale? Vous voyez, plus que dû à Hollande. C'est ma première question. J'en ai 3, mais elles sont rapides. La deuxième, en Allemagne, les salaires sont beaucoup plus faibles? Merci. Et la troisième, qui me semble essentielle, comment voyez-vous l'avenir de la social-démocratie actuellement? Où est le parti? Comment le voyez-vous? Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre opinion, monsieur. Merci. Merci. On va faire un première salve et puis... parce que moi, j'ai rarement eu un parti comme ça. Mais je ne l'ai pas inventé. Hein. Il a tiré en énorme. Pas plus gros. La seule chose que j'ai faite, c'est de le grossir. Parce que tu t'aurais pu même aller... Aux Échos, si tu voulais, aux Échos, le schéma est très petit, les commentaires sont très gros, pas forcément aussi élogieux, mais le schéma était bon. La nombreuse conférence, c'est la première fois qu'on m'a autant convaincu. Mais est-ce que ce n'est pas une relève mondiale? Très bonne question, on ira. C'est ça. Allez-y. Oui, merci de me laisser poser ma question, parce que j'étais à une conférence du Monde hier soir, j'avais une question à poser, je n'ai pas pu la poser. C'était aussi très intéressant, c'était sur le bilan de Macron. Donc c'était très intéressant, mais c'était plus politique. Le quoi de Macron? Le bilan de Macron. Donc c'était plus politique. Donc moi j'aurais 3 questions à poser. 2 questions, disons, plus économiques et une question un peu plus politique. Les 2 questions économiques, ça serait, est-ce que vous pensez, par rapport à tout ce que vous avez dit, qu'on peut progresser en matière d'évaluation des politiques publiques? Parce que vous avez parlé de la politique de l'offre, mais il me semble que finalement, cette politique de l'offre, si elle n'a pas été acceptée, si elle a été mal acceptée par les Français, c'est peut-être qu'il n'y avait pas à côté une évaluation, parce qu'après tout, c'est de la dépense publique, c'est de l'argent qu'on donne aux entreprises. Donc il est normal que le citoyen lambda sache si cet argent qu'on donne, cet argent public, va servir à quelque chose. Il n'a pas pu le voir, malheureusement, sous Hollande. Vous avez parlé de flex-sécurité. Je trouve que c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on accentue le côté flexible, mais on ne parle pas du tout de sécurité. Donc là aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a des marges de progression dans ce domaine, et comment ça peut se réaliser? Il y a quelques jours, je crois, le journal Le Monde a parlé de la répartition des profits. Et il a bien montré qu'effectivement, les profits étaient répartis
été répartie d'une manière injuste, très peu pour les salariés, beaucoup pour les actionnaires, plus de 60%, je crois, enfin, c'est les chiffres qui ont été publiés dans le monde, aux alentours de 30% pour les investissements. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer les choses dans ce domaine? Est-ce que c'est du domaine du législatif ou est-ce que c'est du domaine de l'économique? Est-ce que c'est encore du domaine du politique? Enfin, ma dernière question, elle sera politique. J'ai lu un livre qui est un très bon livre que je conseille à tous les socialistes. C'est une idée du socialisme du philosophe Axel Honneth, qui s'interroge sur l'avenir de la gauche et l'avenir du socialisme. Et il pense qu'effectivement, le problème du socialisme aujourd'hui, s'il dépérit, c'est parce qu'il n'a pas su penser la mondialisation. Il n'a pas su penser le socialisme dans la mondialisation. Alors moi, je voudrais vous poser une question, M. Sapin. Est-ce que vous faites une différence entre les sociodémocrates, les centristes, les socialistes, les macronistes? Vous êtes pour une politique de l'offre. Je crois que Macron est aussi pour une politique de l'offre. Donc la différence, si j'ai bien compris, entre vous et Macron, c'est que vous êtes pour une politique de l'offre, mais qui soit moins inégalitaire. Mais je ne suis pas sûr que les Français moyens saisissent bien la différence entre les socialistes Ça commence à venir. libéraux, qui ont suivi Hollande, et les socialistes libéraux qui sont partis chez Macron. Voilà. Oui. Merci. J'ai une question quand même plus sur la période, c'est qui, de cette période difficile 2012, 2013, 2014, faisait de la politique? Parce que tout ce que vous nous avez exposé, c'est parfaitement compréhensible par des gens qualifiés, budgétaires, et il en faut bien évidemment. Sauf que sur le terrain, c'était assez désastreux. La preuve. Bon, c'est un leitmotiv de notre ami commun Dominique Villemot, c'était que Sarkozy faisait des conneries, mais il faisait de la politique. Nous, on fait des bonnes choses, mais on ne fait pas savoir. Et ça allait tellement... Et les deux ont été battus, d'ailleurs. Et les deux ont été battus, d'ailleurs. Bref. C'est entre autres faire savoir. Et comment se fait-il? C'était assez saisissant que personne n'ait pensé dans un quelconque ministère, et j'ai rien contre les hauts fonctionnaires, bien sûr, à cette histoire du report du paiement des heures supplémentaires. C'est quelque chose quand même qui semble essentiel quand on manipule un peu une feuille d'impôt sur le revenu. Je vais vous donner un dernier exemple. La catastrophe que c'était, mon métier, c'est conseiller en gestion de patrimoine. Donc je travaille sur la feuille d'impôt sur les revenus des clients, qui évidemment n'y comprennent rien, sauf quand ça monte, bien évidemment. Et puis, il y avait des gens qui hurlaient avant que je commence leur entretien en parlant de leurs augmentations d'impôts. Je leur faisais sortir les feuilles, c'était les mêmes d'une année sur l'autre. Il y avait des gens qui n'étaient pas touchés. Donc la droite, elle, a marqué des points. Ils ont tapé fort. Comment se fait-il que chez nous, personne n'ait pu riposter de façon efficace? Michel? Oui, enfin, il faut qu'on essaye de faire ça à trois voix, donc je ne vais pas répondre à toutes les questions, pardon. D'abord, la première question enfin, il y a plusieurs, mais la première question qui est décisive, qu'est-ce qui est dû à la politique nationale? Qu'est-ce qui est dû au contexte international européen? C'est une question qui est toujours posée. D'ailleurs, j'ai remarqué que d'une manière générale, quand les choses s'aggravent, la critique, c'est plutôt que c'est à cause de la politique nationale, et quand les choses s'arrangent, c'est toujours grâce à l'environnement international et à la reprise de la croissance. Moi, c'est ce que j'ai remarqué globalement. Il peut y avoir des aggravations nationales qui sont dues à un contexte international. On a parlé du contexte européen 2011, 2012, 2013, et de ses conséquences réelles sur la situation objective des entreprises. Je vais prendre un exemple sur ce point. En tant que ministre du Travail, jamais rencontrer des chefs d'entreprise. C'est moins des choses quand on est ministre du Travail, y compris pour parler des questions européennes. Plusieurs, à l'été 2012, et ça a duré jusqu'à 2013, se posaient comme question de savoir comment ils allaient, parce qu'ils étaient des grandes entreprises plutôt européennes, dans les pays Portugal, Espagne, et ils commençaient à se poser la question Italie, rééquilibrer leurs engagements de manière à ce que si ces pays sortaient de l'euro, ils ne soient pas perdants et donc que l'équilibre entre leurs actifs et leurs passifs soit suffisamment bien fait pour qu'une reconversion dans une autre monnaie qui aurait moins de valeur que celle d'aujourd'hui n'ait pas d'effet négatif. C'est vous dire à quel point
une bonne partie de l'économie française, pas simplement le discours politique, pas simplement la question de la construction d'un budget, etc., avait intégré les risques d'une catastrophe de la sortie de l'euro et combien ça avait bloqué des décisions d'investissement, d'évolution, etc. Donc on voit bien l'effet qui est massif dans le monde aujourd'hui de l'environnement international. Mais je suis de ceux qui considèrent que ça ne peut pas servir de prétexte uniquement à expliquer pourquoi ça va mal ou uniquement à expliquer pourquoi ça va bien. Il y a aussi une part qui est due à la politique nationale. Je prends juste un exemple. L'Allemagne, tu me diras si je me trompe, Xavier, parce que tu as les chiffres plus dans la tête, en 2009-2010, a une dégradation de ses comptes extrêmement brutale. Oui. En 2012, ses comptes sont à 0. Et entre 2012 et aujourd'hui, l'Allemagne a fait, en termes de rétablissement de comptes, un effort extrêmement faible qui a consisté à passer de 0 à plus quelque chose. Au même moment, la France, qui en 2011 était à 5 et quelques % de déficit, qui avait très peu fait le chemin entre les efforts nécessaires en termes de dépenses, et c'était nécessaire en 2009-2010, très peu de chemin par rapport à ce qu'a fait l'Allemagne, se trouve à 5,2% en 2011, et on se retrouve quand on part, on va dire en 2016, à 3,2%, donc on fait 2 points nominal, et en structurel, 3 points, pardon, et en nominal c'est encore plus fort, en structurel c'est encore plus fort, c'est-à-dire un effort absolument considérable. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne, dans cette période, a une croissance plus forte que la nôtre et a créé plus d'emplois que nous, pendant que nous étions encore confrontés à cet effort budgétaire nécessaire, etc. Juste, non, mais je suis en train de vous donner l'explication. C'est la raison pour laquelle, chez nous, et alors que c'était fini en Allemagne, nous avons fait un effort qui s'est avéré récessif, on va le dire comme ça, en particulier en 2013 et 2014, là où l'Allemagne a profité pleinement d'un rebond de la croissance dans la période, pas dans les pays du Sud d'ailleurs européens, mais de la croissance. Voilà, alors... Au niveau des États-Unis. Oui, mais les États-Unis, bon, là aussi, les spécialistes, je vais laisser ça aux spécialistes, ils ont des cycles qui sont décalés en plus par rapport aux nôtres. Hein, voilà. Et ils ont tout ça. Donc non mais attends, on va pas seulement vous assommer de chiffres, j'ai déjà donné un joli schéma. Donc, ah bon, certains ont tous les éléments là pour vous le dire. Non, tout ça, juste pour finir en termes simples sur ce point. Rien de l'environnement international n'exonère, même si ça explique beaucoup de ce qui se passe. Et on en revient au fond à la question de la mondialisation. Est-ce qu'on a suffisamment intégré, je crois que c'est vous, monsieur, qui posez la question, est-ce qu'on a suffisamment intégré la question de la mondialisation? Est-ce que le socialisme a suffisamment intégré cette question de la mondialisation? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Le socialisme dans un seul pays, je crois que c'est fini depuis un certain temps. Le socialisme par la construction de l'Europe, je crois que c'est quand même un idéal qui nous anime, même si c'est pas forcément dans tous les pays d'Europe que tout le monde a envie d'être socialiste, et pas forcément d'ailleurs encore pour l'instant en France. Donc, mais c'est quand même un idéal qui nous réunit tous. Et la mondialisation au bon sens du terme, c'est-à-dire l'ouverture, la capacité pour des pays de se développer, pour l'Inde, pour la Chine, pour le Brésil, pour de se développer, donc de prendre une place dans ce commerce international, c'est aussi quelque chose qui nous anime, même si on sera aussi d'accord pour dire que toute mondialisation doit être régulée, que toute mondialisation doit permettre à chacun parfois de se protéger, y compris dans les pays peu développés ou dans d'autres pays en fonction de telle ou telle crise. Mais le socialisme de demain, c'est un socialisme dans la mondialisation et non pas un socialisme contre la mondialisation. On ne se défend pas de la mondialisation, on agit dans la mondialisation, et à ce moment-là, il faut prendre les bonnes politiques pour pouvoir agir, et en particulier en termes de politique de l'offre, c'est-à-dire en termes de compétitivité de notre économie dans le cadre de cet ensemble. Un dernier point, j'ai absolument pas répondu à tout le monde, pardon, mais on y reviendra. Non, je ne sais pas qu'ils sont plus faibles, c'est pas ça. Enfin, Xavier répondra, c'est pas qu'ils sont plus faibles. Xavier vous répondra sûrement sur ce point. La question flexibilité, sécurité, la question de l'équilibre entre les deux, pour moi, c'est absolument fondamental. Qu'est-ce que j'entends comme critique principale de la part des organisations syndicales responsables sur les ordonnances Macron, là, les dernières? Qu'est-ce que j'entends comme... Le principal terme, c'est déséquilibré. Déséquilibré, ça veut dire quoi? Non pas qu'on condamne des mesures qui vont simplifier la vie des entreprises, parfois permettre d'accélérer des licenciements quand ces licenciements sont inévitables. Mais déséquilibré, ça veut dire quand il n'y a que ça. Et qu'on remet à plus tard, d'ailleurs, puisque c'est ça, par la formation, par l'accompagnement, ce qui va permettre à des salariés
de voir ce qui est un drame, la perte d'un emploi, comme un élément, qui permet de rebondir parce qu'on a suffisamment d'accompagnement. Et ça, c'est fondamental. Et qui est capable de mener cela? Est-ce que c'est l'État qui est capable de faire cet équilibre subtil entre la flexibilité nécessaire et la sécurité indispensable? Non. Je pense que ceux qui sont capables de mesurer cela et de mesurer si l'équilibre est là, ce sont les partenaires sociaux. Et lorsque les partenaires sociaux ont signé majoritairement, représentant une majorité de salariés, l'ANI en janvier 2013, traduit dans la loi en 2013, ça a été leur principal argument. C'est équilibré. Et ils nous demandaient, à nous, politiques, ne rompez pas l'équilibre que nous avons trouvé. Quand ils ont fait une réforme de la formation professionnelle à l'époque, par l'accord, et qui a créé en particulier le compte personnel de formation, qui est quand même un truc considérable, puisque c'est permettre à chacun d'avoir des droits portables, comme on dit, qu'on transfère de métier en métier, de boîte en boîte, de situation en situation, c'est un accord entre les partenaires sociaux. Et quand aujourd'hui certains disent qu'ils vont faire un Big Bang de la formation professionnelle en disant c'est merveilleux, on a fait le compte personnel de formation, je me demande où a été et quand a été le Big Bang et suivant par quelle méthode. La méthode a été celle de la négociation et du respect des partenaires sociaux. Alors, mais oui, mais alors je vais en revenir juste un mot, parce que là on est dans de la politique, et de la communication au sens être entendu des Français. Oui, pédagogie, mais expliquer un accord, c'est beaucoup plus compliqué, parce que un accord c'est un train qui arrive à l'heure, ça passe un peu à la télé, mais pas beaucoup, que d'expliquer un désaccord. Et effectivement, quand il y a des désaccords, vous en avez partout. Et quand il y a des manifs contre, vous en avez partout. Et quand il y a des violences à l'occasion d'eux, vous en avez partout. Et vous avez des images à l'extérieur, etc. Et voilà. Vous voyez que c'est dur, puisque, non. Parfois, c'est plus facile de faire sans accord que de faire avec un accord. Et on va souvent plus loin avec un accord, je le répète, que sans accord. Mais ça n'est pas perçu comme tel, y compris par les Français. La pédagogie autour de ce qui va bien est une pédagogie très complexe, mais chacun le sait. Tout professionnel de la communication le sait bien. Xavier. Je boue. Une remarque et quelques précisions pour répondre aux questions. Je pense vraiment qu'on a été trop gentil en 2013-2014 par rapport aux questions européennes. Et ce que tu as dit, il n'y a pas d'espace politique, je ne le comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut s'inspirer de ce qui marche, il faut faire comme les Allemands. Les Allemands... Ils n'ont jamais rien négocié, les Allemands. Exactement. Ils ont une politique énergétique, ils décident tout seuls leur politique énergétique sans aucune concertation européenne. Politique migratoire, ils décident leur politique migratoire sans consulter leurs voisins. Politique budgétaire, ils décroisent rapidement la politique budgétaire sans consulter leurs voisins. Politique monétaire, ils veulent augmenter les taux, ils ne consultent pas les voisins. Sortie de la Grèce, ils veulent que la Grèce sorte, ils le disent, ils ont un ministère... Ils ne le font pas, mais ils ont fait toutes les politiques qu'ils ont menées, dont certaines n'étaient pas cohérentes avec le traité européen, comme les exemples budgétaires, ils l'ont fait dans l'intérêt de l'Allemagne, dans la mesure où ça ne pénalisait pas les autres pays. Et dans le monde que tu avais, qu'on avait à négocier, il y avait un ministre des Finances allemand qui était Wolfgang Schäuble, qui disait à la planète entière que lui, il pensait qu'il fallait que la Grèce sorte, parce que c'est des fainéants qui devaient cultiver de l'huile d'olive. Oui, mais dans un environnement comme ça, je pense qu'il fallait être beaucoup plus clair sur des orientations budgétaires qui étaient défendables économiquement, qui étaient certes dans la confrontation avec certains Allemands, mais au moment où les choses étaient claires. Je veux bien reconnaître avec toi le petit moment d'apprentissage. On a été trop gentils, et après, ça a surdéterminé toutes les politiques. Et dans ce cas de 2014, on t'a rappelé Michel Sapin, une certaine panique en 2015-2016, en disant on va aller très vite sur la réforme du marché du travail pour avoir des gains en termes d'emploi, alors qu'en fait, ça ne va pas marcher. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, moi, mon bilan, et je ne dis pas ça pour... donner des bons points sur le passé, c'est pour l'avenir. Je pense qu'il faut être lucide. Des fois, il faut rentrer au conflit sur une trajectoire budgétaire qui soit cohérente avec une réduction de taux de chômage sur laquelle on s'est engagé. Et l'argument des marchés ne me convainc pas. On peut en parler des heures. Les marchés, ils sont pas bêtes. On discute avec eux. Quand on passe de 96 à 98, les marchés le comprennent. Tout le monde le comprend. Entre guillemets, aujourd'hui, Trump il décide de passer de 107% de dette sur PIB à 117%. Lui tout seul dans son coin, et tout va bien pour lui. C'est les États-Unis, certes, mais voilà. Donc je pense qu'il y avait un petit peu, et je ne dis pas ça pour donner des points dans le passé, mais c'est vraiment la leçon, un côté un peu plus dur pour défendre une trajectoire qui soit plus cohérente
avec la réduction du chômage à court terme. C'est mon point 1. Donc là, j'en veux sur le PLF, bon, pas 2013, mais 2014, il fallait sortir des 3%. On les a pas fait. Comme vous savez, le PLF 2014 est voté fin 2013. Hein. Oui. L'été 2013, Point 1. Réforme des retraites. Point 2, est-ce que les salaires sont faibles en Allemagne? Oui. Et c'est le cœur du sujet. Plus faible, oui. Ce qu'on fait en Allemagne, réunification, panique, le taux de chômage passe à 12% en Allemagne. Ils font la loi Macron 0 en 1995. Nous, c'est pour vous donner une métaphore, nous on appelle ça la loi Hartz 0, avant que Hartz fasse d'autres lois en 2003-2004. Hartz, en 1995, c'est le DRH de Volkswagen, il dit au gouvernement, les salaires sont trop élevés, on va décentraliser les salaires au niveau des entreprises. Donc tous les syndicats acceptent, parce qu'ils voient que le chômage explose, IG Metall, etc. Ils décentralisent au niveau des entreprises. Et ce qui s'est passé depuis 1995, c'est que les salaires ont été constants en Allemagne en niveau de vie. Surtout dans les territoires proches de l'Allemagne de l'Est, dont certains, par exemple, les abattoirs. L'industrie agroalimentaire européenne a complètement pâti du prix du travail dans les abattoirs, qui était à 1 ou 2 euros de l'heure, qui a créé certains tumultes français qu'on a vécu. Mais c'était vraiment le résultat de cette divergence des salaires en Allemagne. Pour vous donner une implication de ça, ce qu'a fait l'Allemagne en 2015, elle a fait quelque chose que personne ne croyait possible sur Terre. Elle a introduit un salaire minimum au niveau français. Quand on discutait 9,5 euros de l'heure, allez, bon d'accord, je m'emporte. Un petit peu en dessous du salaire minimum français, mais à un niveau très élevé, tout le monde dit « Ah, c'est une catastrophe, tout va très bien en Allemagne ». Les Allemands se rendent compte qu'ils n'arrivent même plus à contrôler les salaires, parce qu'il n'y a plus de négociation salariale. Tout est décentralisé. Ils ont introduit une réinstitutionnalisation du marché du travail en réintroduisant un salaire minimum élevé, alors que c'était contre totalement le dialogue social allemand. Voilà, je négocie. Donc cette question du mode de formation des salaires en Allemagne, entre la France et l'Allemagne, c'est une question centrale de l'évolution de la zone euro. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'équivalent de la réunification Allemagne en 1995. C'est la France par rapport à l'Allemagne aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest en 1995. Je n'ai pas le temps d'aller très loin, mais je pourrais rentrer sur divergences du marché du travail. On a tous les documents. L'Allemagne est sous-évaluée dans la zone euro de 15%. Le FMI le reconnaît aujourd'hui, l'OCDE, l'OSCE, on met tout. L'Allemagne, il faut qu'ils aient de l'inflation. Et heureusement, ça commence à remonter en Allemagne. C'est ce qui fait que les capacités exportatrices françaises vont mieux. Donc ce problème de la divergence franco-allemande, je pense que dans cette salle, on sous-estime la divergence. L'Allemagne va à 4% de taux de chômage. Elle a une dette sur PIB qui décroît à un rythme accéléré, vers les 60%. Si on continue le trait en 2030, la dette sur PIB sera 0 en Allemagne. C'est un monde qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas, il n'y aura plus de dette en allemande. Donc le côté singulier de la discussion avec les Allemands vaut pour deux sens. Vaut à la fois pour la trajectoire française, mais à la fois pour notre discussion allemande sur des bases saines, pour équilibrer nos problèmes français. Ensuite, sur différents éléments. Bon, la répartition du profit, je ne veux pas être long, je serai trop long. Vraiment, il y a un petit problème. Enfin, c'est pas bien de dire ce qu'a fait l'Oxfam. C'est pas vrai qu'il y a un problème de répartition des profits en France. C'est pas vrai que les dividendes ont augmenté non. Au cours des dernières années. Je vais vous dire. Oui, mais je vais vous dire la réalité. Alors, mais je ne veux pas éloigner, parce que je veux revenir à la social-démocratie. Parce que... Le CICE a favorisé l'investissement en France, par exemple. Non, oui, tout à fait. Mais je vais vous dire la réalité. Grâce notamment aux mesures prises dans le quinquennat Hollande, la France n'a pas connu ce qu'on connaisse tous les autres pays développés, notamment les États-Unis, l'Allemagne, aussi le Japon. C'est une part des profits qui explose. Et l'argument Piketty, il est vrai, pour ces pays-là, notamment aux États-Unis, la part des profits explose et la part du travail diminue. Enfin, les gens n'ont plus de pouvoir de négociation dans l'entreprise, c'est très flexible, etc. Donc les profits explosent, ça fait forcément des inégalités et autres. Tout ça, c'est vrai dans les autres pays. En France, ce n'est pas le cas. En France, la part des profits est restée stable. Donc maintenant, ce qu'on appelle la part des profits, excusez-moi d'être technique, il y a deux composantes. Il y a les dividendes et il y a les intérêts payés aux banques. Là, en France, 75% de l'investissement est financé par le crédit bancaire. Donc il y a une bonne partie qui va à l'intérêt. Donc il y a une substitution entre intérêts et dividendes sur la période, à cause de certaines mesures fiscales, les entreprises sont pas bêtes, mais la part globale des profits est restée stable en France. Et ça, je pense, c'est à mettre au crédit du quinquennat précédent, quand je vois la comparaison internationale. Et ça renvoie à la question sur la fiscalité inégalité. Donc c'est vrai pour les autres pays, mais pas pour la France. Non, mais elle est à sa moyenne historique d'après-guerre. Elle n'est pas plus élevée que dans notre Trente Glorieuses, je pense. Après, mon point, j'en veux un petit peu, il est tard, donc la parole se libère,
sur le discours de 2014 de François Hollande sur la politique de l'offre. La social-démocratie s'est enfermée entre une opposition entre politique de l'offre et politique de la demande, et c'est pas son rôle. Nous, c'est notre rôle économiste. Je peux vous faire politique de l'offre, de la demande, etc. C'est pas le rôle des politiques de se tenir ce discours. Le rôle des politiques, et notamment, me semble-t-il, la social-démocratie, c'est de créer des concepts politiques qui articulent les deux. Pour vous répondre à votre question, mais je suis un peu biaisé, je m'en excuse. Moi, ce que j'ai perçu, la seule petite innovation politique quand même dans ce quinquennat, ça a été la photo ridicule de Montebourg avec sa marinière et son truc, le Made in France. Le Made in France a été un concept politique intermédiaire, un peu politique, un peu économique, qui articulait les mesures de l'offre, les mesures de marché du travail, flexicurité, autour d'une certaine mobilisation autour du tissu productif national. Donc il y avait un début d'essayer de conceptualiser. Ça a créé des débats, on s'est demandé est-ce que c'est du nationalisme, ou est-ce que c'est du patriotisme, est-ce que c'est anti-européen, etc. Donc peut-être la personnalité de Montebourg a pénalisé cette possibilité d'innovation politique, je l'accorde, je veux pas, c'est possible que... Mais il y a eu ce manque de réflexion. Point 1. Point 2, l'autre innovation politique, je pense, très importante, qui participe à la transformation du capitalisme français, et Michel Sapin en a un peu parlé, c'est l'introduction des salariés dans les conseils d'administration d'entreprise. La loi de sécurisation de l'emploi. On l'a fait. On n'en a pas du tout parlé, mais c'est le début d'une vraie cogestion à la française, cette histoire. Il faut augmenter les niveaux, il faut impliquer des devoirs de report des conseils d'administration vers salariés. C'est la condition de la politique de l'offre, c'est un accroissement des pouvoirs des salariés au sein de l'entreprise pour comprendre les enjeux de la répartition et répondre à cette trajectoire macroéconomique par une vraie microéconomie qui permet aux salariés d'être un peu plus impliqués dans les efforts qu'il fait, avec les vrais arbitrages en termes de qualification, investissement, etc. Donc je pense que... C'est pas la participation, ça n'a rien à voir. La participation, c'est uniquement l'argent. C'est la participation, la vraie, la participation aux Ouais. décisions. C'est pas la participation. Intéressement en participation, c'est vous, en tant que salarié, vous avez droit à une part des profits des entreprises. C'est bien, c'est un truc gaulliste, mais là, c'est pas ça dont je parle. Je parle, c'est les salariés qui siègent au conseil d'administration des entreprises, quand il y a 12 membres, et qui sont assis à table, et qui écoutent les décisions stratégiques d'entreprise, et qui y sont pas parce qu'ils ont de l'argent, comme en Allemagne. En Allemagne, c'est 50% des conseils d'administration et des conseils de surveillance pour les grandes entreprises. Donc, cette narration, cette conceptualisation par la social-démocratie d'une articulation différente entre le politique et l'économique est manque crucial. Et il y a une pente naturelle qui était reprendre le discours des économistes et la politique de l'offre, je pense, qui était un piège de la communication gouvernementale dans cette période. Il fallait créer des concepts politiques qui permettaient de nous en sortir. Et le dernier point, car il y a un dernier point... La social-démocratie, tu voulais, non? Ouais, il n'y en a pas. Voilà. Il est déjà Est-ce qu'il y a d'autres tard. questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, madame. Oui, moi j'avais quelques remarques et une question. Donc, est-ce qu'on a, à mon avis, à mon sens, au niveau de l'augmentation du chômage ou de la réduction du chômage, il y a un effet en France, quand on compare la France aux autres pays européens, il y a une particularité, c'est l'accroissement naturel de la population française qui est extrêmement forte, qui est la plus forte d'Europe. Et si on regarde l'Allemagne, quand nous, en 4 ans, on augmente de plus d'1 million d'habitants, eux diminuent de plus d'1 million d'habitants. Donc, quand on crée de l'emploi, quand on regarde cette spécificité, je pense que le fait d'avoir réussi à faire diminuer le chômage dans les 5 années, à la fin des 5 années de mandat, eh bien, même sensiblement, la politique devait être très forte parce que on aurait dû largement augmenter, par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est beaucoup plus facile pour elle de faire diminuer le chômage, quand nous, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est une première chose. Par rapport à la mondialisation, c'est une question qui est centrale aussi, mais nous, en tant que personnes de gauche, quand on voit il y a 20 ans, 30 ans, des pays, l'Europe qui était, l'Europe, les États-Unis qui étaient les pays les plus riches du monde, et les pays qui sont dits émergents maintenant et qui commencent à
devenir des pays qui produisent de la richesse et qui participent à la richesse du monde. Finalement, ce rééquilibrage, en tant que personne de gauche, si on doit baisser un petit peu en niveau de vie pour que les autres puissent monter en niveau de vie, je pense que finalement, c'est pas forcément, en tout cas à mon sens, quelque chose qui est impossible. Donc ça, c'était une autre chose. L'Allemagne, j'ai fait un comparatif un comparatif européen de plusieurs pays, et dont l'Allemagne. L'Allemagne, sur la question de la jeunesse. Et l'Allemagne, aujourd'hui, certes, elle a fait baisser son taux de chômage, mais le risque de pauvreté et le risque de paupérisation et de précarisation de la population est devenu très important, et on commence à en parler maintenant. C'est un vrai problème qui va devenir crucial chez eux, alors que nous, on le vit depuis plusieurs années en France, et donc on a mis des politiques qui permettent d'avoir un amortisseur social. Donc ça, c'était les petites remarques. Par contre, moi, je pense que justement, devant cet accroissement de la population, aurait-on pu mettre sur le marché du travail plus d'emplois aidés pour réduire plus vite le chômage, et particulièrement celui des jeunes, qui est très important et qui est encore important, même s'il a baissé justement avec les emplois. Michel, peut-être parler de chômage. Oui, je dirais un mot plus. Je me permettrais peut-être de rebondir, parce que c'est le point qui fait beaucoup débat, y compris entre nous, sur la question France-Allemagne et la contrainte européenne. Aurions dû nous aller plus loin dans faire, non pas sauter la contrainte, mais en tout cas distendre un peu cette contrainte. Sur la question donc, du chômage, il faut toujours bien avoir ça en tête. Xavier me dira si je suis peut-être un peu approximatif, mais si nous avions eu au cours des 20 dernières années la même démographie que l'Allemagne, c'est-à-dire une démographie négative, et le même taux d'emploi des femmes, c'est-à-dire un emploi faible, notre taux de chômage serait peut-être à peu près aux alentours du taux de chômage allemand. Est-ce que ça aurait été une bonne chose? Certainement pas, s'agissant du travail des femmes, mais pas non plus du point de vue de la démographie, puisque ce qui explique le comportement évidemment dommageable collectivement de l'Allemagne, mais calculé en fonction de sa situation, c'est sa démographie négative. La plupart du temps, parce que le débat tel que tu l'as posé, Xavier, est un débat évident, évident dans sa formulation, pas évident pour trouver des solutions, mais c'est des débats que nous avions avec les Allemands, comme ça, en direct. Arrête de penser tout le temps à toi. Et il me disait, écoute, je ne veux pas prendre l'accent lui-même, mais Wolfgang Schäuble est quelqu'un d'extrêmement dur, extrêmement ferme, mais extrêmement respectueux aussi des autres, et il n'aime qu'une seule chose, c'est quand on exprime une opinion, et une opinion claire. Et souvent, ce que lui-même pouvait faire comme reproche, c'est mais dites-nous ce que vous voulez. On ne sera pas d'accord, mais au moins on pourra discuter. Et à partir de là, trouver un compromis, parce qu'il ne peut pas y avoir de solution en Europe s'il n'y a pas un compromis entre la France et l'Allemagne. Bon, donc, mais ce qu'il me disait, c'est pour vous, c'est un problème aujourd'hui. Alors c'est vrai que pour lutter contre le chômage, pour avoir une démographie importante, il faut dépenser beaucoup d'argent, par exemple des crèches. Et pour nous, c'est un problème demain. Et si nous mettons en place des surplus, c'est parce que nous allons avoir besoin des surplus pour demain. Tout ça est en partie vrai, en partie faux, mais en tout cas pour l'opinion publique allemande, c'est ça. Mettre de l'épargne de côté, c'est faire face à une démographie, jusqu'à présent, en tous les cas, négative. Il y a des évolutions qui sont dues, en particulier, à une forte immigration. Mais donc, il faut comprendre, quand il y a des débats entre les pays, ce n'est pas des débats purement égoïstes au sens simpliste du terme. C'est des débats qui tiennent compte d'une réalité qui est la réalité de chacun de ces pays. Deuxième remarque, notre démographie qui est positive, grosso modo, ça dépend des années, parce qu'on ne calcule pas au millimètre près, si je puis dire, le nombre d'enfants qu'on fait chaque année. Il y a, tu me diras, entre 120 000 et 150 000 actifs supplémentaires, c'est-à-dire la différence entre ceux qui sont sortis et ceux qui sont arrivés. Donc on a encore... Donc, pour le dire autrement, pour faire reculer le chômage, il faut au minimum créer 150 000 emplois. Vous regarderez d'ailleurs
le petit papier que je vous ai donné. Quand on est arrivé aux alentours de 110, 120, 130, on a stabilisé. Et quand on a dépassé les 150, on a commencé à faire baisser. C'est des choses assez automatiques qui sont corrigées de tout un tas d'autres choses. Du fait qu'il y a des gens qui reviennent sur le marché du travail, qui en étaient sortis. Bon, c'est toujours plus complexe. Mais enfin, si on veut être carré, c'est ça. Il faut en créer plus que 150 000 pour pouvoir faire reculer le chômage. C'est une vraie difficulté. Elle rend nécessaire l'utilisation dans les périodes de fort chômage, et en particulier de fort chômage déjà, d'un outil qu'on appelle bêtement, le terme d'emploi aidé est déplorable, c'est celui qui est utilisé par la droite parce qu'il dévalorise. Et je l'ai entendu trop utiliser au cours de ces derniers mois en disant que ça ne sert à rien, que c'est inutile, etc. Si nous n'avions pas mis en place en particulier les emplois d'avenir, avec l'accompagnement formation qui était considérable, parfois même trouvé comme trop lourd par les entreprises ou les collectivités territoriales, il y aurait eu au niveau des jeunes un drame absolument considérable avec des effets éventuellement politiques de déstabilisation globale qui auraient pu être absolument terribles. Et donc s'il y a une politique dont on peut être fier, c'est cette politique qui n'est pas faite pour durer toujours, et je comprends très bien qu'on diminue, je dirais, les crédits et le nombre des emplois aidés dans les périodes de reprise de la création d'emplois. Simplement, il faut savoir le faire avec intelligence et ménagement, ce qui n'est pas toujours, et surtout pas de déclarer inutiles des emplois qui sont occupés par des personnes qui ont le sentiment, eux ou elles, d'être utiles à la société. Xavier ? Très rapidement sur la démographie, vous avez tout à fait raison. Sur votre discours sur l'émergence de la Chine, des émergents, comme très bonne nouvelle, il faut le répéter. La seule bonne nouvelle des dernières années, c'est l'émergence de la Chine et les taux de réduction de la pauvreté en Chine. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a que l'Afrique subsaharienne qui ne rentre pas dans une spirale de développement et qui a des taux de mortalité infantile très élevés, etc. Mais aussi bien l'Amérique latine que l'Asie sortent de ce qu'on appelle le sous-développement. Et c'est une bonne nouvelle incroyable qui fait que les inégalités mondiales décroissent aujourd'hui. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Quelques éléments néanmoins. Alors, je vais souvent en Allemagne et discute avec des amis allemands, différents économistes, pour discuter le fond des choses. Le pays le plus exportateur du monde en volume, en 2016, c'est l'Allemagne. Ils sont 80 millions. En Chine, ils sont 1,3 milliard. L'Allemagne a exporté plus que la Chine en 2016 et ça ne se diminue pas. L'Allemagne est maladivement exportatrice. Elle a un excédent courant de 9% du PIB, alors que dans les traités européens, c'est 6%, sinon c'est hors la loi. Mais bien sûr, on n'applique jamais ça, et peut-être pour des bonnes raisons, parce que c'est très compliqué. Ils sont mis dans les pays qui sont justement... Ils ont dans le volet, le MIP, ils ont un indice, effectivement. Il y a un problème macroéconomique allemand qu'il faut gérer dans l'intérêt des Allemands eux-mêmes, mais aussi dans l'intérêt de la zone euro. Et il y a vraiment un problème avec la divergence allemande par rapport à tous les autres pays. Et ce qui se passe en Italie, en France, etc., il faut vraiment le penser et le poser en termes européens par le haut. Pas par une concurrence sur les bas salaires. Parce que la concurrence sur les bas salaires, c'est ce qu'a fait l'Espagne, elle a très bien réussi. Et aujourd'hui, c'est la France qui pâtit de la désindustrialisation parce que les exportateurs espagnols concurrencent les exportateurs français. Donc si on fait une concurrence sur les bas salaires, c'est la désagrégation du marché du travail européen et ça va très mal. Et ça, c'est pas spontanément la façon dont les Allemands se représentent les choses. Donc c'est le rôle, je pense, d'une pensée européenne un peu articulée qui est ce que peut porter la France, de convaincre les Allemands dans leur intérêt propre, mais aussi dans l'intérêt des autres voisins, qu'il faut absolument changer de politique économique. Et c'est très simple. Qu'ils arrêtent de réduire la dette aussi vite. C'est tout. Qu'ils fassent des chèques de millions d'euros à tous les enfants, à tous les jeunes, à se former, etc., etc. Et avec ça, déjà, ça aidera les Allemands, aidera les jeunes Allemands, et ça aidera la zone euro. Les Allemands ne le veulent pas pour des raisons politiques, internes. Ils ont accueilli 1 million de réfugiés. Oui, tout à fait. Alors, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas dans le discours de l'égoïsme allemand. Plus je discute avec les Allemands, il y a un côté idéologique de l'articulation des Allemands, un rapport à l'épargne, etc., qui n'est pas de l'égoïsme national. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, sur les 9% d'excédent courant, l'estimation des économistes, c'est que par rapport à la structure démographique, ça explique 2-3% de l'excédent courant. Allez, je veux bien aller à 4%. Donc c'est la moitié de l'excédent. L'autre excédent, c'est vraiment un déséquilibre macroéconomique par rapport à la structure démographique. Après, sur le marché du travail, je pense que c'est juste, et ça renvoie un peu à la question qui a été donnée sur l'évaluation. Il y a une question générale du rapport du politique et des experts qu'on abordait ici.
la façon dont certains ont dit les chiffres du FMI, de l'OCDE comme des vérités, etc. Je pense aussi le bilan de ce quinquennat, c'est qu'il faut se méfier des économistes un petit peu quand même. Mais aussi le bilan de cette première année de... Voilà, donc il faut... c'est aux politiques de prendre les risques, d'envoyer tous les scénarios et surtout ne pas prendre pour argent comptant. Mais néanmoins, l'évaluation est utile, notamment sur les emplois aidés. On sait que les emplois aidés dans le secteur marchand augmentent le retour à l'emploi par rapport à ceux qui n'ont pas eu l'emploi aidé. Donc l'évaluation ex post, économique, etc., des emplois aidés dans le secteur marchand, c'est que c'est positif contrairement à ce qui était dit. Dans le secteur non marchand, c'est un peu plus compliqué, on a du mal à trouver les effets positifs. Mais dans le secteur marchand, c'est vrai que c'est un levier de retour à l'emploi de la jeunesse avec laquelle on a une politique si désastreuse aujourd'hui qu'au moins on a un outil qui marche, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc ça pourrait aider le débat. Je m'arrête là. Bernard. Le problème en économie, c'est que les chiffres, on leur fait dire n'importe quoi. Ça, c'est pas nous. La communication actuellement sur les contrats aidés, par exemple, ça a été exactement le contraire. De dire que ça coûtait cher, que ça ne servait à rien, etc. Mais ça, ce n'est pas des chiffres, ça, c'est le commentaire politique. politique. Ça. C'est politique. Oui, heureusement. Ça, c'est le débat. Tu l'as fait un petit peu aussi, Michel. Il me semble qu'il y a peut-être un problème de confraternité entre les pays européens, parce que s'il y avait une meilleure connaissance des problématiques européennes de tous les pays européens, il pourrait y avoir un débat européen sur sa question économique et sociale, et peut-être que les Européens arriveraient à se mettre d'accord. Alors peut-être qu'il faudrait faire l'Europe un peu plus par le bas que par le haut. On aura d'autres débats sur l'Europe, assurément, dans l'année qui vient. Bernard, qui brûle de s'exprimer. Les leçons du pouvoir, oui. Mais il y a aussi les leçons de la campagne. Parce que pour mener une politique, il faut gagner l'élection. Oui. Et à vous écouter au début, Michel a rappelé les discours, y compris celui de Bourget. Moi, je constate que les électeurs n'écoutent pas ou écoutent mal leurs candidats. Ils n'écoutent pas tout leurs candidats. Et donc, ils projettent sur leurs candidats leurs désirs et leurs attentes. Et qu'est-ce qui a été retenu du discours du Bourget? Mon ennemi, c'est pas la finance. La phrase exacte, mon ennemi, c'est le monde de la finance. C'est la phrase exacte. Ça a été réduit à tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est la phrase emblématique du Bourget. Mais juste. Mais juste. Mais juste. Comme celle de Sarkozy, c'est travailler plus pour gagner plus. C'est tout ce qui a été retenu. J'ajoute pour le Bourget, pour certains, je renégocierai le traité européen. Exactement. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est retenu. Le reste, moi, je suis comme Michel, j'ai relu le discours, il y a un tas de trucs que j'avais totalement oubliés, mais ça, c'est resté, et ça restera. L'imaginaire. Et du coup, dans l'année 2012, l'année 2016 est effectivement horrible, parce que l'année fin 2015, politiquement, se termine plutôt bien, malgré les attentats, mais gérés avec un grand sang-froid, avec un succès de la COP21 et des élections régionales amorties. Et ça se déglingue en 2016. Mais alors pourquoi ça se déglingue? Alors, mais ce que je veux dire, c'est que ça commence en 2012. Alors, je ne vais pas égrener les mois, mais je vais me contenter d'octobre et novembre. En octobre, le groupe socialiste vote le traité, la ratification du traité européen. 20 votent contre, 9 s'abstiennent. La fronde naît là. Et elle est une longue histoire. C'est une longue histoire. Elle s'exprime là-dessus. Mais dans cette mandature, elle naît là. Fallait-il virer les 20? Fallait-il... On n'est plus dans la politique économique. Voilà. Fallait-il virer les 20? Parce que le fait de ne pas les avoir virés, ça pèse ensuite sur les décisions à l'intérieur du groupe. Et si on les avait virés, ça aurait pesé aussi. Oui, mais moi, je ne réponds pas aux questions, Michel. C'est vous qui répondez. Et puis, la deuxième chose, c'est que les électeurs de gauche, il y a ceux du premier tour, mais il y a ceux du second tour, parce qu'il faut franchir la barre des 50%. Ils avaient en tête la fameuse finance. Et au mois de novembre, on leur parle compétitivité. C'est vrai que c'est dans le mot, dans le discours du... Mais ce n'est pas entendu. Politiquement, c'est quand même ce qui est entendu qui compte un peu. Et est-ce qu'à ce moment-là, il ne fallait pas que le président de la République saisisse son peuple? Ah oui,
Sur quoi? Mais je ne sais pas, c'est-à-dire soit les interventions solennelles d'un président de la République, évidemment. Parce que les électeurs, ils existent, ces électeurs. Ce n'est pas ceux qui ont été candidats ou élus qui vont me démentir. Et donc, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Et j'ai considéré qu'à ce moment-là, François Hollande, entre octobre et novembre, n'avait plus la majorité politique de ce qu'il était en train de faire. Il n'avait plus la majorité. Alors, les institutions permettent d'aller jusqu'au bout, mais la fronde, elle n'a plus... Comment ? Il y a des choses qui ont été votées. Oui, malgré ça. Mais enfin bon, en finale, ça fait un président empêché. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc, je voudrais avoir votre sentiment sur... c'est pas une question, c'est sur... parce que je me dis, finalement, est-ce que la gauche est condamnée à ne pas dire aux électeurs les décisions qu'elle va prendre, et une fois qu'elle les a prises, elle se trouve empêchée de les expliquer. Bon, si c'est ça, ça veut dire Jospin éliminé, Hollande empêché, puis ça va recommencer, quoi. Oui, mais en même temps, c'est le cas de le dire, si tu es élu en disant les choses et que derrière... mais quand tu es élu, et que tu fais pas ce que tu as dit, bon, ça laisse aussi un espace. Bernard, mais c'est pas d'aujourd'hui, est toujours le troublion des fins de discussion. Donc, je le connais comme ça depuis 81, comme moi, au moins 81. Donc, on est là dans la pure politique, c'est-à-dire dans le sujet le plus important, y compris dans les liens qu'il y a entre une politique économique et de la pure politique, c'est-à-dire de l'explication, de l'adéquation à ce que les uns ou les autres peuvent attendre, de la capacité à se projeter aussi dans l'avenir, parce que ce que j'ai appris, moi, en étant élu pendant un nombre d'années au moins égales aux tiennes, pour ne pas dire un peu supérieures, c'est qu'il y a la campagne, les gens attendent beaucoup de la campagne, mais très vite, ils se tournent vers l'avenir. Et donc, c'est qu'est-ce que vous m'apportez, qu'est-ce que vous allez m'apporter. Et donc, cette espèce de balancement continuel entre une campagne électorale qui est dans un moment particulier, dans des circonstances particulières, qui parfois ne se renouvellent pas deux fois. Les circonstances de l'élection de François Hollande étaient particulières, avec un candidat en face, mais aussi les circonstances économiques qui ont fait que les choses ont bougé, d'ailleurs, pas forcément dans le bon sens. À la fin, ça a quand même été extrêmement serré. Les circonstances de l'élection de l'actuel président de la République sont extrêmement particulières, et pas certain qu'elles se renouvellent exactement de la même manière la prochaine fois. Donc, la politique, c'est ça, c'est l'élection se fait dans des circonstances particulières, et la gestion, elle se fait dans une durée, et une durée dans laquelle chacun se projette. Et même la campagne suivante, quand tu es sortant, elle se fait sur qu'est-ce que vous allez m'apporter, et pas simplement qu'est-ce que vous avez fait pour moi. Le plus extraordinaire exemple étant évidemment Lionel Jospin. Le bilan, entre guillemets, des 5 ans Jospin, objectivement, si on prend tous nos chiffres, nos courbes, nos machins, tout aurait dû être élu tout de suite, et le bilan, c'est qu'il n'a même pas été présent au deuxième tour. Donc c'est l'alchimie très complexe. Et je termine là-dessus. Très complexe pour la gauche, pourquoi ? Parce que, et là, c'est des circonstances qui se sont produites progressivement, parce qu'il y a des fractures à gauche. C'est pas nouveau qu'il y ait des fractures à gauche. C'est pas nouveau qu'il y ait du débat à gauche. C'est pas nouveau qu'il y ait plusieurs gauches. C'est même consubstantiel à la création, à l'émergence de la gauche depuis, on va dire, 1789. Les deux gauches, ou les trois gauches, ou les quatre gauches qu'on voudra. Mais simplement, les moments où la gauche est au pouvoir, non pas seulement pour un surgissement, 36, Mendès France, on pourrait prendre d'autres cas, mais pour une durée, ce qui a malgré tout été le cas de ces 40 dernières années. 1977, 2017, ça doit faire 40 ans. 1967, c'est le moment le plus élevé de la gauche en France. Elle gagne les élections municipales et c'est ce qui prépare 81 derrière. 2017, on voit quel est le résultat. 40 ans. Sur ces 40 ans, vous avez exactement 20 ans de gauche au pouvoir, je veux dire une majorité parlementaire, 20 ans de droite au pouvoir. Ça s'est jamais vu dans toute l'histoire France contemporaine depuis... Non, jamais. 20 ans de droite, 20 ans de gauche, c'est-à-dire une gauche qui est vouée à être au pouvoir, et quand elle est dans l'opposition, qui est vouée à revenir au pouvoir. On n'a pas connu ça en France, de toute l'histoire de France. C'était dû à quoi ? À la capacité... il faut regarder les chiffres.
c'est plus complexe parce qu'il y a du laïsme, mais du radicalisme, etc. Mais vraiment, au sens où on l'entend nous-mêmes, franchement, alors, revenons à Jaurès, on n'a jamais connu ça. Je termine. L'enjeu fondamental, et c'est l'enjeu pour demain, c'est comment est-ce qu'on gère dans la durée, où on est crédible pour revenir au pouvoir, avec une gauche qui, par ailleurs, est historiquement, culturellement extrêmement divisée et parfois fracturée. Aujourd'hui, elle est fracturée, comme elle était fracturée en 1969 ou 1970. Et c'est là l'alchimie de la politique des sociodémocrates et qui doivent s'adapter aujourd'hui, c'est d'être capable, à un moment donné, de surmonter ces fractures, de pas simplement en être victime, parce que quand on est victime, ça ne se fait plus jamais. Pardon, je termine vraiment sur une vision extrêmement politique. Le plus dommageable politiquement de ce qui nous est arrivé au cours de ces dernières années, c'est la phrase sur « il existe deux gauches irréconciliables ». Le jour où vous dites « il existe deux gauches irréconciliables », il existe deux gauches extrêmement, je répète, fracturées, différentes, etc. Mais le jour où vous dites « il existe deux gauches irréconciliables, mais je souhaite être au pouvoir », c'est donc que vous avez une autre vision des choses. Ce qu'a parfaitement bien compris le président de la République actuelle, qui est celui qui a mis en œuvre stratégiquement ce constat politique de « il existe deux gauches irréconciliables ». Moi, ma conviction profonde, y compris sur ces questions économiques, y compris sur la question du rapport à l'entreprise, y compris sur la question du rapport à l'Europe, y compris sur la question du rapport à la mondialisation, y compris sur la question du rapport social, de la capacité pour, par exemple, les salariés dans l'entreprise. Ma conviction profonde, c'est que la gauche ne peut revenir au pouvoir que parce qu'elle réconcilie, si ce n'est les appareils, au moins une grande partie des électeurs et qui lui permettent majoritaire au deuxième tour. C'est le fondement même de la situation, de ce qui nous est arrivé, l'espèce de catastrophe, entre guillemets, qui nous est arrivée. C'est l'intelligence de la conception de Macron, parce que ça ne le gênait pas du tout. Quand vous avez deux gauches irréconciliables, c'est que vous êtes majoritaire uniquement parce que vous vous réconciliez avec une autre partie. Hein. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. Après, on dit on est deux ou on est ni-ni, mais enfin, la stratégie politique est bien celle-là. Bon, moi, je pense que notre devoir est justement de rendre de nouveau, au moins les électeurs de ces deux gauches, réconciliés. Merci Michel, ce sera la conclusion de ce débat. Merci à vous deux. Il y en aura d'autres. Hein. Merci.